Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Xavier Fleuriot, qui a été athlète de haut niveau, mais qui a surtout occupé de nombreux postes au sein de la fédération en tant qu'entraîneur. Voulant être champion dès son plus jeune âge, comment s'est déroulée sa carrière et surtout, qu'a-t-il voulu transmettre par la suite ? On parle aussi de projets de performance, de management ou encore de culture de l'effort. C'est un épisode comme j'aime, plein de vie et d'anecdotes. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Xavier et ses secrets. Salut Xavier, comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute Rudy, je te remercie, ça va très bien. Une belle journée ensoleillée sur la région parisienne, donc tout va bien. Est-ce que tu étais au pige hier ? Alors non, je n'étais pas, j'étais pas aux sélections de canoë-kayak, parce que hier, en fait, j'étais dans ma nouvelle fédération, mon nouvel emploi. Je travaille depuis 1er septembre 2019 en tant que directeur de la performance à la Fédération française de danse. Et il y avait hier le championnat de France à Mulhouse des danses latines, dont je m'occupe, qui sont donc une discipline de haut niveau. Et donc, voilà, j'étais à Mulhouse pour ce championnat de France. Alors, comme tu sais, il y a un peu la question d'introduction dans le podcast, c'est comment tu as découvert le kayak ? Alors, pour être tout à fait franc, j'ai découvert le kayak parce que, à la base, je voulais faire de l'aviron. C'est ça mon fil conducteur. En fait, en gros, à 12-13 ans, j'ai fait comme beaucoup, un peu de, j'ai commencé par du foot, j'ai fait un peu de judo. Bref, j'ai tâtonné un peu à droite, à gauche. Et puis, je me suis retrouvé au tennis de table, discipline que je trouvais assez intéressante et qui me plaisait bien, sauf qu'à la troisième raquette que j'ai cassée sur ma table de colère, mes parents sont un peu alertés sur mes excès de colère et de stress. Et voilà, ils m'ont emmené voir un médecin, savoir si c'était normal, tout ça, etc. Et effectivement, à ce moment-là, le médecin dit écoutez, ça serait bien qu'il trouve une activité qui soit un peu plus, un peu moins stressante, peut-être un peu plus physique. Il était en pleine crise hormonale, comme on dit, d'adolescence. Et finalement, donc, je me suis dit tiens, l'aviron, le sport sur l'eau, en tout cas, c'est quelque chose qui me parlait à titre personnel. Et puis, je me suis dit, l'aviron, c'est vraiment un beau sport. Et comme j'habitais à Vernon, en Normandie, là où passe la Seine, de l'eau plate, du coup, je me suis dit, je vais faire de l'aviron. Et il se trouvait qu'en fait, il n'y avait pas de club d'aviron à ce moment-là, on parle des années 80. Et en fait, le hasard, comme assez souvent dans ce cas-là, fait que j'avais un camarade de classe qui faisait du canoë-kayak. Et à qui j'avais parlé de ça et qui m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas essayer le canoë-kayak ? Bon, voilà. Donc, j'ai commencé le canoë-kayak, j'étais en 4e et j'ai découvert cette activité avec une espèce de, une espèce de révélation. Voilà. C'est pas mystique, mais effectivement, j'ai découvert une activité absolument incroyable. Mais voilà mes débuts en canoë-kayak. Tu avais quel âge ? Alors, j'avais, j'étais en 4e, donc je devais avoir 13 ans, à peu près ça, je n'ai pas le compte précis. C'était dans les années 80, c'était en 82, je crois, ma première licence doit dater de 82.
Et je me suis retrouvé dans un club à Vernon, donc petit club, mais ce qui m'a tout de suite plu, j'avoue, hein, ce qui m'a tout de suite plu, moi qui venais de sport collectif, sport très réglementé comme l'aviron, comme le judo, par exemple, les de table, ce qui m'a plu, c'est cette partie liberté, c'est-à-dire, voilà, on prend sa pagaie, son bateau, puis après, on est quand même un peu seul maître à bord et, euh, et on doit se donner, quoi. Et finalement, ce qui m'a tout de suite accroché, c'est le fait que tout dépendait de moi, clairement. Alors, j'ai des souvenirs douloureux d'ailleurs. J'ai des souvenirs douloureux de mes premières séances, que donc je venais avec un copain qui était dans ma classe. Lui, il savait faire du bateau parce qu'il en avait déjà pratiqué plusieurs années, donc il était très aguerri. Moi, j'étais totalement débutant. Et donc voilà, on partait, il n'y avait rien de très organisé, il n'y a pas de séance particulière. Hein, c'était voilà, on naviguait et puis on se débrouillait un peu. Et moi, j'essayais de le suivre. Et clairement, évidemment, je ne pouvais pas le suivre. Et ça me mettait dans des états, mais je ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que j'étais en stress, quoi. Mais je pleurais en bateau, je pleurais, quoi. Mais je pleurais de rage de ne pas pouvoir, en me disant, c'est quand même pas possible que je n'arrive pas à suivre ce gars-là, quoi. Il n'y a rien de plus que moi et pourquoi je n'arrive pas à le suivre. Et donc, ça m'a forgé, vraiment. Je reconnais que cette activité m'a forgé dans la douleur, mais une douleur constructive, quoi, dans le sens de je dois y arriver, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui différencie ce gars-là de moi, si ce n'est que voilà, il faut que je progresse, il faut que je comprenne comment ça fonctionne pour être mieux, meilleur. Et j'avoue que ça a duré un certain nombre de mois, l'affaire, à ne pas pouvoir le suivre, etc. Et puis, j'ai découvert, donc, mais je me suis abandonné à cette activité vraiment avec une boulimie incroyable parce que j'adorais ça, quoi. Tout dépendait de moi. Et je découvrais ça comme étant une espèce de rite initiatique, quoi. J'arrivais dans le sport. Enfin, voilà, c'était ça. C'était moi et moi-même et tout dépendait de moi. Et si j'étais bon, ben, ça allait être bien. Et puis, si j'étais pas suffisamment fort, ben, tant pis pour moi. Donc ça a été un très fondateur pour moi, très, très marquant et j'en ai un souvenir assez vivace, tu vois. Malgré les années, j'en ai un souvenir très vivace. À cette époque-là, est-ce que les entraînements, c'était comme mes autres invités, seulement 2 fois par semaine? Parce que tu m'as dit à l'instant que tu t'étais mis à fond à la pratique du canoë-kayak. Est-ce que c'était 2 fois par semaine ou toi, tu y allais plus? Tu pouvais y aller plus ou pas? Pas du tout, pas du tout. Et c'est ce qui m'avait tout de suite plu d'ailleurs, c'était qu'en fait, ils s'entraînaient tous les jours. Enfin, voilà, il n'y avait pas de limite en fait. Le club était un petit club, donc très rapidement, on avait enfin voilà, moi tout de suite, on a eu les clés du club. C'était un cadenas, voilà, il y avait une espèce de grande pièce, une pièce qui faisait 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés, en laquelle il y avait des bateaux, bien des parties en gare à côté. Et ce que j'ai trouvé absolument fabuleux à cette époque-là, à l'âge que j'avais, c'était le fait d'être libre. Voilà, j'avais les clés du club et j'arrivais, voilà, je prenais mon bateau, mon gilet, ma pagaie, et c'était parti, quoi. Et donc, du coup, je me suis abandonné à cette activité, c'est que vraiment, j'ai trouvé une espèce de liberté incroyable, avec pas d'entraîneur, avec ben, voilà, simplement la liberté de faire les choses. Et si je voulais venir 2 fois par jour, à la limite, je venais 2 fois par jour. Bon, finalement, j'étais à l'école, c'était pas possible. Mais en tout cas, tous les jours, c'était sûr. Enfin, voilà, il n'y avait pas de sujet, quoi. Donc, on venait tous les jours. J'avais pas de. Après, quand tu parles d'entraînement, oui, effectivement, on ne peut pas parler d'entraînement tel qu'il était structuré, tel qu'il est structuré maintenant, avec des choses très précises. Il n'empêche que je trouve que ce prérequis a été pour moi extrêmement, incroyablement riche parce qu'il m'a permis voilà, déjà de me découvrir moi-même, de me révéler à moi-même et fondamentalement de me positionner sur une ambition et sur une envie et en disant voilà, tout dépend de toi. Et donc voilà, donc je me suis entraîné, voilà, j'y allais quasi tous les jours, oui, je crois. À l'époque, il n'y avait pas de limite. Les limites, c'était le week-end, quand avec mes parents, bah, on portait un week-end à droite, à gauche, avec des réunions de famille, des choses comme ça. Donc, là, bon, j'étais bon gré mal gré obligé de me plier à ces contraintes. Je ne pas aller m'entraîner, mais par contre, rapidement, très très rapidement, je me suis retrouvé effectivement à faire beaucoup de bateaux et donc à progresser forcément vraiment vite, quoi. Mais j'étais pas tout jeune. C'est-à-dire que mes premières compétitions, j'étais, je crois, TD1, ce qui par rapport à un certain nombre d'athlètes de l'époque était plutôt vieux, quoi.
C'est vrai que la plupart commençaient en Benjamin, mini, voilà, ils avaient un bagage, d'ailleurs comme le copain qui m'avait emmené, qui s'appelait Yves Le Tertre, qui fait toujours du bateau d'ailleurs, que je crois régulièrement, qui est un très bon copain. Mais voilà, ils avaient commencé en minime, donc ils avaient 3-4 ans de bateau. C'était moins intensif, et moi, du coup, je me suis mis dans ce jeu-là assez rapidement, avec beaucoup d'engagement. Bon, des fois, on ne rentre pas tout rapidement, hein, mais ça s'est dit, voilà, ça m'a permis. Moi, j'ai adoré cette mise en disponibilité de l'activité vis-à-vis de mes ambitions, de mes envies, de mes appétences pour aller au plus près de ce que j'avais envie, quoi. Moi, je voulais être un champion. Ça, c'est clair que je voulais gagner des courses. Tu te souviens dans quel bateau tu as démarré? Est-ce que tu as démarré directement en course en ligne? Sûr. Bah, écoute, j'ai commencé à faire du bateau dans ce qu'on appelait à l'époque des bateaux CM, ça s'appelait des bouchons. Ça s'appelait un bouchon. C'était une espèce de bateau, vraiment un kayak de base de l'époque, un bateau polyester. C'était pas terrible d'ailleurs, mais enfin bref, voilà, j'ai commencé dans ce bateau-là, et puis après, rapidement, parce qu'on est sur la Seine, hein, donc on n'est pas sous l'eau, on est sur le courant lisse, c'est-à-dire avec l'hiver quand même, un courant lisse, mais qui est assez tumultueux dans le sens où il y a du courant, il y a des marmites, il y a des vagues. Donc j'étais le bouchon, puis après, je me suis mis rapidement au bateau de descente, en fait. Voilà, des bateaux de descente. Alors c'était à l'époque, donc ça s'appelait des Match 2, Match 4. C'est des bateaux voilà, que j'ai eu, avec lesquels j'ai appris à naviguer. J'ai eu après, en tant que compétiteur, quand je me suis mis à faire des courses en junior, j'avais un Baxter. On va parler aux plus anciens. Le Baxter, c'est un bateau construit par Gilles. Et c'était un bateau rapide, plutôt directeur. Mais moi, ça m'allait bien parce que, voilà, comme je m'entraînais sur la Seine, un bateau trop manœuvrier, c'est presque plus compliqué pour moi à gérer. Et au final, au début, en fait, je faisais énormément de descentes. Parce que dans le club, assez curieusement d'ailleurs, mais c'est le cas dans tout un tas de clubs franciliens et normands, tu as beau t'entraîner sur du plat, tu sais, en fonction de l'appétence du cadre dans ton club, bien, voilà, moi, il y avait des gens qui faisaient de la descente. Alors, du coup, je me suis mis à faire de la descente. Bon, voilà, très bien. Et puis, alors, je m'entraînais aussi de temps en temps en course en ligne. Donc, je faisais du CAPS, à l'époque, c'était comme ça, du CAPS, le bateau d'initiation de la course en ligne, une espèce de barcasse pas très digeste. Donc, voilà. Rapidement, je me suis retrouvé à pouvoir monter dans des bateaux, donc des bateaux de compétition de course en ligne, vraiment, donc des lanceurs, des rangers, vraiment des vieux bateaux, hein, une cinquantaine d'années, mais qui étaient déjà des bateaux quand même relativement instables, en fait, qui permettaient d'apprendre à faire du bateau. Et donc, j'ai navigué un peu entre ces deux embarcations, un peu de descente, un peu de course en ligne, très peu de slalom, hein, il faut être honnête. Bon, là, pour le coup, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait pouvoir apprendre à faire du bateau parce que j'avais conscience que c'était nécessaire d'apprendre à faire ce type d'embarcation, de pratique. Mais également, surtout, parce que j'avais la volonté, ça depuis toujours, j'ai eu la volonté de pouvoir me former parce que je voulais être moniteur, initiateur, moniteur. Ouais, j'ai fait un cursus de formation. Pour passer ces diplômes, il était nécessaire de savoir naviguer dans ces bateaux. Donc, j'ai appris à faire du slalom, à faire du polo, mais pas du tout à des fins de compétition. Là, pour le coup, la descente, la course en ligne, c'était vraiment à des fins de compétition. Et globalement, jusqu'en senior, j'étais vraiment autant descendeur que course en ligne. Comment on fait de la descente à Vernon? Est-ce qu'on allait justement faire des petits stages avec les encadrants et avec les autres pratiquants de descente pour s'entraîner sur la descente? Parce que si tu fais que du plat, entre guillemets, ça me paraît compliqué, non? Mais tu as raison. Bah oui, la première incongruité de l'affaire, c'est qu'effectivement, on fait de la descente sur une rivière, enfin, sur un fleuve qui n'est pas une rivière. Et ça, c'est un peu compliqué. Alors, effectivement, on essayait d'organiser. On avait régulièrement des stages, des week-ends, on pouvait faire la Cure, le Chalot, qui sont parmi les rivières les plus proches, ou en Normandie, sur l'Orne, par exemple, la Rouvre aussi, des binaturels d'ailleurs, une des seules en France, une des rares débits naturels, mais qui implique évidemment d'avoir des informations précises à l'instant T sur le débit de la rivière, parce que comme il est par essence naturelle, il est fluctuant. Donc voilà, on faisait beaucoup de kilomètres. Ça m'a usé assez vite.
Et puis surtout, le fait que moi, je voulais être un champion. Enfin, c'était l'énergie qui me motivait à l'époque et c'était ce que je voulais faire, en fait. Je voulais gagner des courses. Et en fait, en descente, ça me plaisait énormément, mais je voyais bien que dans le quotidien, il me manquait des choses par rapport à des descendeurs, entre guillemets, qui étaient sur la rivière alpestre, n'importe où d'ailleurs, mais qui avaient une réalité de s'entraîner au quotidien dans le vive, alors que moi, ce n'était pas le cas. Et je voyais bien que rapidement, ça allait être un problème. Et c'est vrai que en cadet, donc j'étais encore débutant en cadet, donc je n'ai pas fait championnat de France cadet au vive, parce que tout simplement, je n'avais pas suffisamment de bateau. J'ai fait des championnats de France cadet 2. À l'époque, ça s'appelait la catégorie CAPS, donc c'était une catégorie débutant. Alors, simple, il y avait une catégorie débutant qui s'appelait CAPS, donc il faut faire minimum, minimum 2, cadet 1, cadet 2. Il y avait même junior à l'époque. Et c'était vraiment réservé à des gens débutants. Il y avait une année de licence, 2 années maximum, mais, voilà, et qui pouvaient participer à un championnat de France qu'on appelait la Régate nationale de l'espoir, qui était réservé à ces débutants avec un monotype qu'on appelait CAPS. Et donc, c'est un bateau monotype, le même pour tout le monde. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça limitait les problèmes matériels. Et ces courses permettaient à des gens comme moi, voilà, d'arriver sur le circuit de la compétition en se battant avec des gens qui étaient à peu près du même niveau, quoi, on peut dire. Et donc, voilà, j'ai connu ça en KD2. J'ai connu ça en KD2 et KD deuxième année, donc. Et c'était en 1984. Ma première course, mon premier championnat de France, CAPS, KD2. Je fais 2 fois deuxième, donc j'ai une distance courte, ça s'en remet avec une distance longue qui était à 2000 mètres. En course de fond, type course de fond, hein, départ tous ensemble avec un seul virage. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à faire ça. Je ne peux pas dire que ça m'a plu, ça m'a hameçonné, comme on dit. J'ai été complètement pris par le truc et j'ai trouvé ça tellement génial que je me dis, bon, voilà, ça c'est ma voie. Alors, j'ai essayé de continuer en junior la descente, parce que le problème, la descente, ça me plaisait bien. Il y avait des gens au club qui étaient forts en plus en descente. On a eu un gars qui s'appelait, à l'époque, Sylvain Gauthier, qui était un compétiteur, un très bon compétiteur en descente, qui a été champion du monde par équipe, d'ailleurs avec Vincent Aulas, junior, qui était du club de Vernon. Et du coup, voilà, il s'attirait un peu vers le haut. Donc, j'ai essayé, j'ai conservé l'activité descente pendant un peu de temps. D'ailleurs, en junior, j'étais un des rares faire le championnat de France junior et être médaillé au championnat de France junior en course en ligne, et puis aller faire le championnat de France descente également. Bon, je ne vais pas être médaillé, mais enfin, j'avais fait 8e ou 9e au championnat de France sur l'Ubaï, parce que ça me plaisait vraiment, quoi. Mais bon, après, effectivement, arrivé en senior, les choses se sont un peu gâtées. En tout cas, il n'était pas raisonnable de conserver ce genre d'objectif, alors que bon, c'était pas tenable, quoi. J'étais pas déjà ultra fort, hein. J'étais quand même un athlète, mais pas moyen, on va dire, sur le plan international, très moyen. Donc, à un moment donné, le choix s'est fait, j'allais dire, géographiquement, quoi. C'était pas tenable que je puisse continuer à faire de la descente en étant du club de Vernon et m'entraîner au quotidien. Qu'est-ce qui fait que tu voulais être champion de ton plus jeune âge? Écoute, ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une très bonne question, Rudy, parce que toi, je suis assez convaincu du fait que, comment dire, on a une espèce de, quand on parle de projet sportif, projet de performance, je suis assez convaincu qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre, entre guillemets, de l'inné. C'est-à-dire que il y a des gens qui se sont tankés, qui ont ça en eux et qui essayent. Et moi, pour le coup, en plus, j'en parle avec beaucoup d'humilité et de réserve, parce que j'ai voulu être un grand champion et je ne l'ai pas été. Il y a plein de choses qui font que je ne l'ai pas été, mais en tout cas, je ne l'ai pas été, c'est un fait factuel. Et je ne l'ai pas été parce que j'ai pas le talent, pas l'investissement nécessaire, bref, peu importe. Et Dieu sait que j'ai voulu l'être. Donc, il n'y avait pas de sujet sur ma motivation, mais simplement le fait que dans le sport, au bout du bout, il reste un premier, un deuxième, un troisième, un 3 millième, 50 millième. Et moi, j'adore cette activité, enfin, j'adore l'activité sportive parce que justement, elle permet aux gens de se mesurer tout en restant dans la dignité de ce qu'ils sont. Moi, je ne me sens pas du tout dévalorisé. Je n'ai pas l'impression d'avoir raté ma carrière parce que je n'ai pas été champion olympique comme j'aurais rêvé, ou champion du monde comme j'aurais rêvé. Mais quand bien même, ce n'est pas grave.
contre, je ne crois pas avoir raté quoi que ce soit. C'est-à-dire que voilà, dans la réalité de ce moment-là, mon niveau était celui qu'il était, avec les choix que j'avais faits à l'époque, qui sont aujourd'hui tout à fait critiquables et on pourrait, que j'ai d'ailleurs largement eu le temps de commenter et d'évaluer. Mais peu importe, c'est ça l'activité sportive. Je trouve que la richesse de l'activité sportive et dans la compétition, c'est vraiment de positionner, d'être en relation avec soi-même. C'est-à-dire que ça permet à l'être humain de se connecter avec ce qu'il est, pas avec ce qu'il pourrait être ou ce qu'il voudrait être, mais avec ce qu'il est, tout simplement. Et je trouve que ça, c'est vraiment le premier des enseignements. J'en serai éternellement reconnaissant à l'activité sportive, c'est de m'avoir permis de me trouver moi-même par rapport à ça. Je ne vis pas dans le fantasme, moi, je vis dans la réalité de ce que j'ai été, de ce que je suis, éventuellement ce que je pourrais être, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'activités humaines qui permettent autant à un individu de se positionner sereinement vis-à-vis de soi-même, tout simplement. Et je sais que du coup, tu es dans une activité aussi, tu es très fort dans les activités physiques. Eh bien, c'est la même chose, tu vois, on fait des max en musculation, des choses comme ça, on n'est pas moins parce qu'il manque 10 kilos par rapport à un autre, on est juste, on a simplement la satisfaction d'avoir poussé un curseur qui est le sien, qui est propre à soi, et avec les données du moment, quoi, avec son investissement du moment, avec sa physique du moment. Je vais un peu loin dans le futur, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devenu champion? Alors, ce qui fait que je ne suis pas devenu champion, c'est moi-même, c'est Xavier Florio, l'être humain tel qu'il est. C'est-à-dire que moi, si je pense bien qu'il y a des choses quand même qui m'ont travaillé un petit peu depuis ce temps. J'ai aujourd'hui 54 ans bientôt. J'ai eu le temps de réfléchir à la question. Et en fait, tout simplement, ce que j'étais, ce que je voulais être, la projection que je faisais dans ma vie personnelle. Moi, j'ai effectivement mené beaucoup de vies. Enfin, en tout cas, j'ai mené de front un certain nombre de choses. Je te disais tout à l'heure, j'ai commencé le kayak, mais j'ai aussi commencé tout de suite à apprendre. Je suis devenu moniteur très vite. Donc, j'ai pris la responsabilité de groupe d'entraînement au club, groupe de formation des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs. Et puis, je suis aussi devenu très vite élu au sein du comité régional de Normandie. Je suis devenu président du comité régional de Normandie. J'étais le plus jeune président de France. J'avais 25 ans quand j'ai été président de la Ligue de Normandie. Enfin, tu vois, voilà, j'avais des vies comme ça un peu parallèles, parallèles, je ne sais pas si on peut dire parallèles d'ailleurs, en tout cas qui étaient de front, qui se menaient de front, parce qu'elles me plaisaient, elles me permettaient de m'épanouir en tant qu'être humain. Je trouvais une place, voilà, j'avais des idées, j'avais envie de faire des choses et je trouvais que, en tant que sportif, on peut dire des choses, mais assez peu finalement, en tout cas sur son environnement professionnel. Et donc, je trouvais que la place d'élu, donc j'étais représentant, à 18 ans, j'étais représentant des athlètes au sein du comité régional, et puis à 25 ans, j'étais président, tout court. Et ça a toujours fait partie de ma vie, et j'allais dire, c'est vraiment un choix personnel que j'assume pleinement. J'ai bien conscience que si on parle, quand j'entends d'ailleurs dans tes blogs, Rudy, un certain nombre de témoignages d'anciens éditeurs ou actuel, je vois bien à quel point tout ça est un peu décalé par rapport à des vrais champions, hein, que c'est une interview, c'est-à-dire des gens qui ont une carrière de très haut niveau, qui ont eu des résultats de très haut niveau. Et puis, moi, mon investissement n'était pas forcément à la hauteur d'un athlète qui veut être champion du monde. Voilà. J'en avais l'idée, j'en avais l'envie, mais j'en avais pas forcément complètement, tu vois, la mise en œuvre, quoi. Et donc, voilà. J'en ai pris mon parti. C'est un choix personnel. Il n'y a rien qui m'a été imposé. Puis maintenant, j'en suis d'ailleurs plutôt fier. Toi, je me dis, voilà, c'est le parcours à moi. Quand bien même je n'ai pas été un grand champion, c'est pas grave. J'ai fait autre chose. Je suis très reconnaissant de l'activité sportive pour ce qu'elle t'apporte, c'est-à-dire cette mise en perspective de ta propre ambition vis-à-vis de la réalité. C'est-à-dire que ça met vraiment à plat ces choses-là. Il n'y a pas de hasard à rien, quoi. Voilà, tu n'es pas champion par hasard, et les choses n'arrivent pas comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, elles arrivent parce que tu les construis. Moi, j'ai construit mon chemin au travers d'une réalité qui était plurielle, y compris dans le sel de ma fonction, de ma vie professionnelle, parce que ça va te faire sourire, mais quand on me demande ça, il n'y a pas longtemps, on m'a encore demandé ça. Quand j'étais en lycée, et qu'on me demandait mon parcours, enfin aujourd'hui, on me dit, alors, par rapport au sport,
Et moi, il y a une chose que je savais quand j'étais au lycée. Vraiment une seule chose. Mais je n'avais pas de certitude sur mon métier. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Par contre, il y avait une seule chose que je savais, parce que j'étais déjà sportif très engagé. Hein, j'avais déjà en équipe de France, quand même, voilà. C'est que je ne voulais pas travailler dans le sport. Ça, c'était sûr. C'était sûr et certain. Et pour une raison simple, hein, c'est que pour moi, le sport, si tu veux, ce n'était pas un métier. Clairement, ce n'était pas un métier. Voilà. Je ne vois pas comment on pouvait trouver. Pour moi, il n'y avait pas de possibilité d'être, de travailler dans le sport, vraiment. Ce n'était pas un métier. Comme mon papa, il était dessinateur-projeteur, c'est-à-dire il en fabrication industrielle. Ma mère, elle était chez EDF. Donc, c'est des gens qui étaient, entre guillemets, sur le plan professionnel, de situations assez modestes, mais voilà, dans la vraie vie, quoi, avec les mains dans le moteur, comme on dit. Et moi, j'étais imprégné de ça, quoi. C'est-à-dire les gens qui font des choses, fabriquent des choses, qui construisent des choses. Et le sport, pour moi, c'était lunaire. Il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien. Donc, je ne me voyais absolument pas travailler dans le sport. Donc, d'ailleurs, je pense, une filière, j'adorais ça. Hein. Clairement, j'ai fait une filière technique, j'étais passionné d'électronique, d'informatique, donc j'ai fait cette voie-là, professionnelle. Et j'ai fait un diplôme universitaire en technologie, justement, en informatique industrielle. Et pour moi, les choses étaient claires. Bon, voilà, j'avais une petite carrière d'athlète international, une petite carrière, mais j'ai découvert par contre des gens incroyables. Je reconnais que là, ça a été des gens qui étaient interviewés, des Pascal Bouffry, des Philippe Pochara, des Bois Région, des Sœur. Moi, je me suis construit avec ces gens-là et j'en ai un bonheur incommensurable. Hein, et j'en ai conservé d'ailleurs des amitiés profondes, notamment avec Pascal Bouffry, mais autres. Mais parce que vraiment, ils ont fait partie de la construction de ce que je suis aujourd'hui en tant qu'être humain. Et puis, mais par contre, voilà, j'étais sur une voie professionnelle autre et voilà, je me suis lancé j'ai commencé comme prof, voilà, pour tout dire, mon premier salaire de professionnel, ça a été enseignant. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'était assez cocasse et assez drôle, mais à pur hasard, je me suis retrouvé professeur en première terminale, mon premier poste dans le lycée dans lequel j'ai passé mon bac quelques années avant. Donc, je me suis retrouvé avec mes enseignants de l'époque qui devenaient mes collègues. C'était assez drôle. Et en tout cas, j'ai pris un bonheur fou à faire ça. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'au final, voilà, la vie étant ce qu'elle est, voilà, à cette époque-là, j'étais donc, je parle de ça, c'est les années 80. Donc, j'ai commencé à travailler en 92. Suite à, je préparais les Jeux de Barcelone, ça n'a pas marché, la sélection n'a pas marché, en tout cas, j'étais suffisamment bon pour pouvoir être sélectionné. J'ai terminé mon unité à cette époque-là. Et bon, je me suis dit, bah voilà, on a une professionnelle, pas de problème, pas de souci particulier avec ça, avec mon frère d'ailleurs. C'est comme ça. Donc j'ai fait cette année d'enseignement et finalement, j'étais donc à cette époque-là président du comité national de Normandie. Et le DTN de l'époque, il s'appelait Hervé Madoré. Il est venu me chercher en disant, bah écoute, vous avez vu ton parcours, voilà, la pièce, bah, forcément avec vous, mais c'est pas grave. Moi, je charge des cadres qui sont ligne, des difficultés à recruter des cadres qui sont ligne, étant donné que ce que tu fais, est-ce que tu crois que voilà, ça ne t'intéresserait pas de devenir cadre à la Fédé? Et je t'avoue que des fois, la vie est vraiment assez étrange. En fait, bon, j'avais un poste magnifique hein, au lycée de Vernon, chez moi. Donc, je venais en plus de me marier à cette époque-là. Donc, j'avais un appartement à l'île de Vernon. Tout était bien. Nickel. Et j'avais un salaire très confortable. Parce que très honnêtement, en plus, j'avais un bon poste au lycée de Vernon. Et j'ai accepté, en perdant 25% de mon salaire, à rentrer à la fédération sur un contrat de qualification pour aller à Caen, en tant que responsable de la section sport-études de l'époque, en ligne à Caen, avec une possibilité éventuelle, si jamais j'ai obtenu le concours, de rentrer au professorat de sport en tant que de haut niveau à l'INSEP. Mais si jamais je passais le concours et que je l'avais. Ouais, enfin, tu rentres dans un truc assez bizarre. Et je t'avoue que, encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est assez mystérieux de savoir qu'est-ce qui a pu présager le fait de ma décision, alors que j'avais un truc stable et bien payé chez moi. Je me suis retrouvé à me mettre en difficulté
en difficulté, en tout cas, me rentrer dans une espèce de sas inconnu, une activité où finalement je n'étais pas formé, avec un supposé avenir qui n'était pas sûr du tout parce qu'il y avait un concours à la clé. Des fois, pas trop. Ça se passe. Bah, peut-être que tu voulais apporter ce que toi, tu n'avais pas eu quand tu étais athlète aux jeunes. Peut-être que tu avais identifié des manques que tu n'avais pas eu qui t'ont peut-être tu as sans doute raison, Rudy. gêné, entre guillemets, pour être champion. Et tu te dis, bah, c'est l'occasion pour moi de partager ce que j'ai appris et ce que j'aurais peut-être voulu avoir ou savoir. C'est possible. Hein. Tu sais, tu as vraisemblablement raison. En tout cas, je pense que ta réflexion est assez pertinente parce que je l'avoue que moi, je n'ai pas été jusqu'à ce niveau-là en me disant, bon, je me suis dit, bon, voilà, c'est comme ça, j'ai fait ce choix, peu importe, maintenant je l'ai fait. Mais tu as raison, il y a des raisons profondes, il aurait fallu que je me psychanalyse à l'époque. Mais bon, voilà, en tout cas, je l'ai fait. C'est sûr, j'y étais. Donc, j'ai fait une année en tant que responsable de section sport-études. Alors, pour te dire, toi, ça va te parler parce que tu es dans cette partie-là, mais comme je venais d'un champ où je n'avais pas de diplôme de sport, moi, du tout, hein, je n'avais pas fait d'études de sport. Donc, il a fallu que je passe mon brevet d'État en archi-urgence parce que, tu vois, je commençais à bosser au 1er septembre. Parce que le DTN me fait cette offre au mois de juillet 13. Je prends mon poste au 1er septembre. Donc, je n'ai pas de diplôme de sport, donc je ne suis pas du tout autorisé normalement à encadrer une activité. Donc, en fait, je me retrouve à passer le brevet d'État en candidat libre à Pont d'Arc au mois de septembre à l'arrache, avec une dérogation parce qu'évidemment, je n'étais pas dans les clous en termes de délai d'inscription. Bon, il se trouve que mon passé pour le coup d'eau vive m'a bien aidé parce que voilà, j'étais descendeur, je connaissais bien l'eau vive, un grand salonneur, mais en tout cas, j'étais capable de me débrouiller. En termes de pédagogie, j'étais moniteur au club depuis de nombreuses années. Donc, tu vois, tous ces éléments-là m'ont permis de passer le brevet d'État libre très tranquillement, qui m'a permis surtout d'avoir ma carte professionnelle qui me permettait d'être en règle vis-à-vis de mon sport-études et de son encadrement. Et donc, j'ai fait cette année d'encadrement avec des athlètes, des très bons athlètes, hein, des sections sport-études en course en ligne. À l'époque, il y en avait 3, hein, il n'y en avait pas 50. Il y en avait une à Lille, il y en avait une à Caen, donc il y en avait une à Besançon. Et donc, au final, on avait vraiment des très bons athlètes. Donc, ça a été un vrai challenge de me plonger dans cette partie d'entraînement structuré avec une finalité de haut niveau. Alors, au club, c'était une activité d'encadrement classique, on va dire, pour des sportifs, mais pas de ce niveau-là. Donc, il a fallu vraiment que je me remette en cause sur plein de choses. Ça m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a permis de m'interroger sur ma pratique, sur l'activité. Mais bon, j'ai pris ça avec beaucoup de bonheur. Et puis, à la fin de l'année, au mois de juin, il y a eu le concours du professeur de sport, le PSHN, donc le professeur de sport pour les de haut niveau, comme j'avais été en licence un certain nombre d'années. J'avais droit à ce concours et j'ai été reçu. Et donc, je suis rentré à l'INSEP pendant 2 ans de formation, donc pour le concours final du professeur de sport que j'ai obtenu en 96. Donc, en mars 96, je suis sorti avec le professeur de sport et le hasard des calendriers, des fois heureux, il faut le dire, a fait que en sortant de ce concours en 96, j'ai eu un poste direct à la fédération et en plus un poste en Normandie parce que Éric Leloc, que tu connais peut-être, qui est aujourd'hui qui s'occupe du paracanoë, qui était un athlète olympique, 4e aux Jeux de Sydney en C1 1000. Il était CTR, il avait été nommé CTR en Normandie à cette époque-là et pour tout un tas de raisons personnelles, il avait souhaité lutter. Et le poste s'est ouvert au moment où moi j'arrivais, donc le DPN encore de m'adorer, m'a dit écoute, voilà, tu viens d'être nommé, je te propose le poste CTR en Normandie, chez moi. Donc c'était vraiment le schéma idéal pour moi. Il a fallu quand même que je démissionne du poste de président comité régional parce que j'y étais encore. Pour devenir donc le CTR officiel de la Normandie en septembre 96, sachant qu'à cette époque, j'étais aussi quand même, j'étais impliqué au sein de la fédération en tant qu'entraîneur. Voilà. Avec quelqu'un que tu as déjà interviewé d'ailleurs, avec Frédéric Loyer, qui est à peu près la même génération que moi, années d'écart, il est un peu plus jeune que moi, mais en tout cas, on s'est côtoyé à cette époque-là. Il y avait d'ailleurs, c'était marrant, dans cette équipe, mine de rien, de jeunes, hein,
l'époque, c'était comme ça. Il y avait donc Frédéric Loyer, moi, il y avait José Ruiz, qui était en il n'y a pas très longtemps, et puis il y avait François Duruy. On s'est retrouvés, les quatre d'ailleurs, au jeu d'Atlanta, dans l'équipe de soutien des Jeux Olympiques, où on faisait un travail sur la captation d'images, vidéo et de données, des data, ce qu'on appelle aujourd'hui des data, sur les fréquences de pagayage, les chronos intermédiaires, etc., etc. Donc, on faisait tout un tas d'études statistiques qui permettaient aux entraîneurs et aux athlètes après de bâtir des stratégies ou de réadapter leurs stratégies en fonction de ces datas. Donc, tu vois, ça date, on parle de 96. Et donc, j'étais vraiment pleinement investi à ce moment-là dans ce périmètre du champ de l'entraînement de la course en ligne. Je vais faire un flashback un peu avant. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que très jeune, tu t'entraînais tous les jours. Et là, tu parlais justement du besoin de te remettre en question au moment où tu es nommé justement en directeur sport-études. Ouais. Comment vous étiez entraîné à l'époque au Club de Vernon? Est-ce qu'il y avait un éducateur qui vous suivait tous les jours? Tu vois, parce que c'est un peu différent des parcours habituels. Tu vois, normalement, c'est mercredi, samedi. Et toi, tu étais tous les jours. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit, qui te fait tes programmes, qui te corrige techniquement? Ou est-ce que tu y vas vraiment, je veux dire, à l'arrache, quoi? Ouais, très bonne question. En fait, non, il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de cadre par le club ou de cadre identifié sans parler de rémunération, mais qui était dans cette fonction-là dont tu parles. Par contre, il y avait des compétiteurs, des gens de très bon niveau. Alors, moi, ce qui m'avait tout plu, c'est qu'il y avait, par exemple, un gars qui s'appelait Francis Lepard. C'était mon mentor, clairement, c'est un de mes mentors. Ça restera éternellement quelqu'un qui m'a construit. Un autre, c'est Pascal Boucherie, mais le plus ancien, c'est vraiment Francis Lepard. Et ce gars-là, il était champion du monde de descente en 80, en 81. Et il a un parcours assez hallucinant. C'est un gars de Vernon, donc, et puis il faisait de la course en ligne. Donc, il a été sélectionné en équipe de France junior kayak de course en ligne. Il est rentré au bataillon de Joinville en équipe de France en C1 en ligne. Et il est devenu champion du monde en C2 descente. Et je précise, en se débordant. C'est-à-dire qu'il a vraiment un parcours assez hallucinant. Et d'ailleurs, son partenaire avec qui il a été champion du monde, c'est ni plus ni moins que Hervé Madoré, le DTN. Donc, c'est quelqu'un qui avait un talent incroyable. Et surtout, il avait une capacité d'entraînement. C'est lui qui m'a fait devenir président de la Ligue, très clairement. C'était D, à l'époque, ça existait, tu sais, conseil technique départementaux. À l'époque, il y en avait. Lui, il était CTD dans l'heure. Et c'est un gars qui m'a vraiment m'a construit dans le sens où il m'a en tout cas montré les voies, il m'a tracé les chemins, et il a éclairé mon passage. Voilà. Et je le dis comme ça parce que c'est vraiment c'est tout ce qui fait sa pertinence. C'est-à-dire, c'est l'accompagnement. C'est pas du tout le gouroutisme. C'est pas du tout. Il m'a pas dit qu'il fallait faire les choses. Il m'a montré les voies possibles et il a éclairé les chemins qui étaient possibles. Et après, voilà, moi, j'y allais ou pas. Mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment qui a été très précieux dans ma vie tout court, voilà. Y compris celle du canoë-kayak, parce que c'est celle qui m'a permis de le connaître, mais pas seulement. Et d'ailleurs, je le dis vraiment très clairement, Pascal Boucherie, c'est tout à fait du même ordre. C'est-à-dire qu'il a non seulement été un éclaireur dans ma vie évidemment d'athlète, parce que je me suis entraîné avec lui beaucoup quand j'étais à Paris, et que j'étais moi-même à Paris, à INSEP, mais en plus de ça, voilà, et c'est resté un ami d'ailleurs très proche actuellement, parce que c'est une personne sur le plan humain voilà, qui m'apporte tellement. Enfin, moi, des discussions avec Pascal Boucherie, des jours et des nuits à discuter avec lui parce que c'est un puissant fond d'humanisme et de clarté dans son propos. Quand je vois la façon dont il a construit sa carrière, moi, je peux être admiratif, en tout cas moi je le suis, parce que quand bien même il y a forcément des choses un peu douloureuses, un peu pas forcément fonctionné, pas de raison, mais peu importe. Ce qui est important, c'est le chemin que ça prend, quoi. Et moi, je suis toujours très admiratif, d'ailleurs, quels que soient les sports, parce que ça existe dans toutes les activités, faut faire. Les gens qui sont suffisamment humanistes pour être des champions. On parlait tout à l'heure en aparté, mais un champion, moi, je considère que c'est d'abord et avant tout un vampire. C'est-à-dire que
les vrais champions, enfin, en tout cas, ceux qui gagnent, hein, on est d'accord, on parle de ceux qui gagnent les médailles d'or au plus haut niveau. C'est quand même des gens qui doivent être centrés sur eux-mêmes, clairement. À un moment donné, ils doivent rassembler les énergies pour pouvoir sortir quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres. Donc, ça en fait des gens souvent assez concentrés, souvent assez individualistes, ou en tout cas très personnels. Et puis, il y a quelques champions un peu hors normes. Mais c'est vrai qu'on en retrouve d'ailleurs dans plein de sports, hein, qui ont en plus ce petit supplément d'âme, c'est-à-dire cette capacité à agréger autour de leur propre projet, qui reste tout à fait centré, enfin, tout à fait clair sur le fait d'être le meilleur, mais quand même avec une espèce de, si ce n'est de partage, au moins de collaboration. Et moi, c'est ce que j'avais trouvé chez Francis Lepar, clairement, au début, et puis après avec Pascal, et avec d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres, mais il n'y en a pas tant quand même. Clairement, il n'y en a pas tant qui ont cette capacité, c'est-à-dire de vision d'eux-mêmes, d'avoir un état d'esprit suffisamment élaboré, une réflexion suffisamment construite pour voilà, savoir précisément où ils sont, pourquoi ils sont là, comment ils sont là, quels sont les tenants, les aboutissants. Et ça, c'est vrai que c'est moi, aujourd'hui, tu as raison, quand tu fais référence au fait de pouvoir essayer de transmettre ou d'essayer peut-être de compenser des choses que je n'ai pas eues ou mal eues. Très humblement, hein, parce que attention, il faut beaucoup d'humilité avec ça, mais sans vouloir être un donneur de leçons, mais me dire, oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de une espèce de stratégie de construction où, finalement, je me rends tellement compte, et là, tu vois, depuis 2 ans, enfin, presque 3 ans maintenant, je fais la danse sur un projet olympique avec le breaking. Je me rends compte à quel point, finalement, les choses sont du même ordre. C'est-à-dire que, ouais, les projets de performance, beaucoup en parlent, très peu savent de quoi ils leur tournent, et encore moins la façon dont ça se construit. Et je trouve tellement d'ego partout, c'est-à-dire que, voilà, kayak, la danse, mais partout. J'ai bossé 15 ans à l'INSEP et donc j'ai côtoyé les 26 sports olympiques qui y sont. Et je vois bien à quel point les choses sont assez collectives, assez partagées en tout cas. C'est-à-dire que on a des visions, les gens ont beaucoup de visions assez égocentriques. Il y a quand même une vraie réalité et une vraie problématique. Le mot, je l'aime pas beaucoup parce qu'il est assez galvaudé, mais on va dire que c'est problématique, qui tourne autour de son ego. On satisfait d'abord son ego. D'abord comme éventuellement comme compétiteur, après éventuellement comme athlète, comme entraîneur, je veux dire. Mais quand l'entraîneur met son ego au-dessus du résultat de l'athlète, c'est-à-dire au-dessus du projet sportif qui doit être porté par l'athlète, là, il y a un sujet. Et en fait, ça, malheureusement, c'est commun parce que c'est tous les jours. Moi, je suis confronté à ça tous les jours. Je l'étais confronté quand j'étais au canoë. Je suis confronté aujourd'hui à la danse de la même façon. C'est très, tu vois, c'est quelque chose de très commun. Il y a un vrai problème d'attribution, d'appropriation du projet. Et quand on dit, je sais que tu as eu interviewé Christophe Rouffet, qui est un champion en la matière, c'est quelqu'un qui est très fort et qui a beaucoup réfléchi à la question. Quand on dit, et lui dit, l'athlète est au centre du projet, moi, je me suis approprié ses propos parce qu'il a raison et je partage ce point de vue. Et je travaille avec ça aujourd'hui. Bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En fait. Parce que tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord au fait que l'athlète, il est au centre du projet. On fait des choses pour l'athlète. Mais quand on regarde dans le détail ce qui se passe, c'est que rarement, c'est la vérité. Rarement, c'est la réalité. Rarement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'entraîneur, il va travailler d'abord pour lui, pour la représentation qu'il a lui-même, avant même de parler du projet de l'athlète. La preuve en est, d'ailleurs, je vais te donner une anecdote parce que celle-ci, elle me fait. Je l'ai utilisée aussi à la danse. Quand j'ai été nommé, à une époque, j'ai été nommé directeur des équipes de France de danse en ligne, en 2016, par Philippe le DTN de l'époque. Et puis, donc, première réunion avec les entraîneurs, il fallait. Et donc, la première question, c'était très bien, alors c'est quoi ton projet? Et les témoins, j'espère qu'ils pourront témoigner, en tout cas, ils ne pourront pas mentir. Mais j'ai commencé par leur dire, écoutez, moi, je n'ai pas de projet. Moi, je suis directeur des équipes de France. Comment voulez-vous que j'ai un projet? Le projet, c'est pas moi qui le porte. C'est les athlètes qui le portent. Si les athlètes ne veulent pas être champions, comment voulez-vous que moi, je puisse éventuellement mener un projet qui mène des athlètes français à être champions olympiques sans ligne? Je n'ai pas de projet à avoir. Moi.
Les athlètes ont des projets. Donc, nous, notre fonction et notre mission, c'est de faire en sorte de capter ces projets personnels, d'en faire des projets, peut-être éventuellement un projet collectif, parce qu'en plus, la course en ligne a cette réalité d'être un sport individuel à finalité collective, pour, je vais dire, la très grande majorité, très peu de personnes qui vont faire du monoplace, alors qu'il y en a un certain nombre qui font de l'équipage, et 4. Donc, on est dans une activité singulière de ce point de vue-là, mais en tout état de cause, le directeur d'équipe de France, le DTN, le président de la fédération, enfin, qui que ce soit, n'a pas à avoir de projet particulier, même si, évidemment, il n'est pas très politiquement correct d'en parler comme ça. Mais moi, j'en parle comme ça parce que ça me paraît être quelque chose d'assez limpide. Alors, moi, j'ai un projet de mise en œuvre. Voilà, j'ai un projet lié à… J'étais en responsabilité de la mise en œuvre, des moyens qu'on pouvait déployer pour agréger ces projets, éventuellement les finaliser, éventuellement les retravailler. Mais par contre, si ce n'était pas le projet des athlètes d'être champions, de devenir des champions, moi, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire, quand bien même j'aurais été DTN. Donc, tu vois, il y avait… Et ça renvoie d'ailleurs à une posture dont parle Pascal Boucherie très bien, c'est qui fait quoi, qui est responsable de quoi. En l'occurrence, voilà, un directeur d'équipe de France, il n'est pas responsable de la performance. Clairement, moi, il n'est pas responsable. Et je le dis aujourd'hui parce que je suis directeur de la performance au sein de la Fédération française de danse, sur le projet olympique du breaking notamment, et très clairement, j'assume une responsabilité, mais qui est toute administrative. Parce que comment veux-tu que je puisse assumer une quelconque responsabilité de façon correcte, alors que les danseurs, c'est pas moi qui vais danser. Donc, voilà, aujourd'hui, j'essaie simplement d'accompagner les projets en essayant de faire en sorte que cette réalité olympique, elle prenne du sens pour ces gens-là et que du coup, ça devienne effectivement un vrai moteur dans leur travail du quotidien et dans leur motivation. Mais je peux faire que ça. Alors après, bon, administrativement, effectivement, je porterai sans doute la responsabilité des résultats, quels qu'ils soient bons ou mauvais. Mais je vais dire, ça ne me mettrait pas. Je suis fonctionnaire, j'ai l'habitude de ce genre de fonction. Mais par contre, tu vois, il faut donner du sens. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens qui m'ont accompagné dans mon parcours et qui m'ont donné à travailler sur le sens de mon action, de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, de pourquoi je le fais. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté en tant qu'athlète à des entraîneurs qui se faisaient passer avant toi, entre guillemets? Bien sûr. Oui, évidemment. Enfin, j'allais dire, c'est presque du quotidien. Faut être honnête, c'est presque du quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans le haut niveau, on est quand même dans le bal des égaux. Sans faire de non, mais je suis d'accord avec toi sur le bal des égaux, mais en même temps, sans égaux, tu ne peux pas réussir en même temps. Non, mais ça, c'est vrai. Et tu sais, j'ai travaillé, j'ai fait aussi, j'ai fait professeur de sport, mais j'ai fait aussi un executive master en management il n'y a pas très longtemps, à l'INSEP d'ailleurs, et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Pour tout dire, cette formation a un peu bouleversé ma vie, personnelle, professionnelle. Vraiment, il y a tout un tas de choses de façon très positive d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Et j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui fait du marketing, tu vois, pour le coup, au moins du champ du sport, mais qui dit, dans un projet, le premier destructeur de valeur, c'est l'ego. Quel que soit le projet, là, c'est quelqu'un qui s'occupe du marketing, tu vois, donc on n'est pas dans la sportive. Mais pour moi, il y a vraiment une transcription très directe dans le sport. Effectivement, un entraîneur, quand il commence à entraîner pour satisfaire son ego, il est mort. D'ailleurs, rappelle-toi, je ne sais pas si je ne connais pas ton âge, Rudy, mais peut-être tu te souviens de cette époque où en athlétisme, notamment au niveau international, y compris chez les Américains qui étaient les meilleurs sprinteurs du monde, on parlait plus de l'entraîneur de l'athlète que de l'athlète lui-même. Et il y a une époque comme ça, où on parlait, voilà, c'était l'athlète de Exactement, moi je me souviens de… Moi, ma génération, c'était Maurice Rie, Nato Bolden, et on parlait surtout de John Smith. Et ben voilà, le John Smith Team. Voilà, on dit, voilà, exactement, le HSI. c'était. Exact, le HSI, exactement. Et ça, en fait, tu vois, cette époque-là, avec bonheur d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, regarde, même Usain Bolt connaît le nom de son entraîneur, à part des initiés, j'allais dire, mais qui connaît le nom de son entraîneur? Tout le monde s'en fout. Alors qu'à l'époque, le HSI, d'autre part, tout le monde connaissait ça, parce que c'était une étiquette qui était accolée, quoi. Et donc, l'athlétiste qui a beaucoup d'avance sur nous vis-à-vis de
le canoë-kayak vis-à-vis de cette problématique d'entraînement. Je pense qu'eux, voilà, ils ont montré la voie. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, les entraîneurs étaient devenus, par leur ego, les personnes les plus importantes. Et d'ailleurs, en France, on a eu un peu ça avec les Piacenta, rappelle-toi, même du temps de Marie-Josée Pérec, ils étaient dans tel team ou tel team, ça se déchirait cordialement. Enfin, c'était pas très constructif, malheureusement, mais voilà, c'était comme ça. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une belle ère, notamment en athlétisme, parce que finalement, les entraîneurs aujourd'hui se sont totalement effacés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de Kevin Mayer, on ne parle pas de son entraîneur. Tout le monde s'en fout du nom de son entraîneur. Et ils ont raison d'ailleurs de s'en foutre, parce que ce n'est pas le sujet. Quand bien même pour Kevin Mayer, c'est quelqu'un d'important, évidemment. Il ne s'agit pas de minimiser son impact et son intérêt. Par contre, effectivement, c'est Kevin Mayer qui gagne les médailles ou qui les perd, et il n'y a pas de raison de parler plus de son entraîneur que d'autres choses, que de quelqu'un d'autre. Donc, j'allais dire que les choses sont revenues à quelque chose, à un niveau, qui me semble correct, c'est-à-dire, voilà, l'ego de l'entraîneur, on s'en fout, c'est son problème en fait. Voilà, il n'est pas là pour se faire briller lui, il est là pour participer à un projet de performance. Et j'aime bien cette notion de projet de performance, dans le sens où elle dénote une réalité collective, une réalité plurielle, voire même complexe, dans le sens de Edgar Morin, la théorie de la complexité, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas d'expliquer et de la comprendre, il s'agit d'en rendre compte, tout simplement. Voilà. La performance, tiens, ça va te faire plaisir, je sais que tu l'as lu, et tu l'as dit, ton blog avec Pascal, mais François Briguerel, moi je suis aussi un inconditionnel, et Briguerel, il dit ça très très bien, voilà, on est dans la complexité, on est dans l'originalité et la création, et il faut rester absolument centré sur ça, parce que c'est philosophiquement absolument indispensable. Et je trouve que tout entraîneur qui fait l'économie de cette approche se trompe. Je dis avec malheureusement un manque d'humilité que je n'ai pas beaucoup, mais je suis assez convaincu aujourd'hui, avec mon âge, qu'on se doit d'être dans ces approches de compréhension de la complexité de la performance humaine. Elle ne peut pas être simpliste. Il ne suffit pas de rentrer, ce n'est pas une boîte noire, tu vois, il ne suffit pas de rentrer d'un côté puis tu sors de l'autre côté, quoi. On n'est pas Pavlov, ce n'est pas du Pavlov, quoi. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'essence du sport et qui fait son attrait. C'est-à-dire qu'on est sur une gestion de paramètres dont on découvre au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus nombreux, interindépendants les uns des autres. Tout l'intérêt d'un entraîneur, c'est effectivement d'avoir la capacité d'en rendre compte avec humilité, avec résolu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être, il faut être détaché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ouais, moi, il y a tellement de trucs, qu'est-ce que je te dis, je ne peux pas maîtriser. Voilà. On peut maîtriser un certain nombre de choses. Alors, voilà, l'expérience amène un certain nombre d'interventions cohérentes, intéressantes. Je parlais tout à l'heure de François During, mais je pense que François During, en tant qu'entraîneur pour son ligne, il fait référence parce que justement, il a un bagage technique, culturel, et qui fait qu'aujourd'hui, il peut appuyer ses réflexions sur un nombre de données conséquentes, vraiment conséquentes, et donc pertinentes. Comment tu fais si, donc j'extrapole un peu de ça, mais tu es entraîneur national, et donc tu dois t'occuper d'athlètes qui, en théorie, veulent devenir champions, mais qui disent seulement je veux devenir champion, mais ne mettent pas en place les actes pour devenir champion. Comment tu fais pour leur insuffler, j'allais dire, les fondamentaux je sais pas comment tu fais, parce que tu dis, voilà, l'entraîneur est là pour la mise en œuvre, entre guillemets, mais en fait, tu peux te retrouver bloqué par l'athlète qui ne reflète pas, entre guillemets, ses ambitions. Ouais. Donc, comment tu fais alors? J'ai un exemple très concret, ça va te plaire. Avant 2016, j'avais été nommé directeur de l'équipe de France de marathon. En 2013 ou 2014, par le DTN Philippe Braille. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve avec cette activité que je connaissais évidemment, mais que je n'avais pas d'appétence particulière. Je me retrouve directeur de cette équipe de France. Voilà, avec assez peu de moyens, activité dans laquelle des Français brillaient plus ou moins. Enfin, voilà. D'ailleurs, il y avait Claude Bénézy, que tu connais bien, qui était déjà entraîneur dans cette équipe. Et en fait, ça a été vraiment intéressant pour moi. Ça a été même assez fondateur dans ma carrière future. D'ailleurs, parce que j'ai essayé de me poser les bonnes questions. En tout cas, je crois. Encore une fois, avec humilité. Je me suis dit, bon, c'est une activité, voilà,
et pas olympiques. On a des activités, des athlètes qui viennent, mais qui viennent clairement un peu par défaut, c'est-à-dire on avait quelques descendeurs un peu talentueux, un peu physiques qui venaient, qui arrivaient à se sélectionner, puis on avait régulièrement des athlètes de la course en ligne qui finalement passaient pas la course en ligne et qui se rabattaient pour faire un peu d'international sur le marathon. Donc on avait une espèce d'équipe un peu panachée, puis avec des résultats finalement médiocres, voire mauvais, avec de temps en temps des coups d'éclat, parce qu'il y avait des coups d'éclat, mais bon, qui restaient des coups d'éclat. Et donc moi je me suis dit, non, mais là, il faut que j'aborde le sujet autrement, parce que comment est-ce qu'on. Ça revient vraiment à ta question. Comment est-ce que je peux être convaincant vis-à-vis de projets de performance d'athlètes et comment on peut parler de choses concrètes pour essayer de faire en sorte que voilà, les Français soient pleinement engagés dans leur projet et pas simplement en étant là par défaut et donc en faisant des résultats qui vont et viennent en fonction des conditions. Et j'avais beaucoup travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, à cette époque-là, tu vois, j'avais commencé à travailler avec Pascal, qui n'était pas du tout, qui n'était pas encore à la fédération, qui n'était plus à la fédération, mais que comme je connaissais au demeurant et je savais tous les talents qu'il avait d'orateur, et puis il avait travaillé énormément à titre personnel sur le sens de la pratique. Donc en fait, j'avais fait venir. Voilà. Et clairement, il y avait des athlètes aujourd'hui qui sont champions du monde. Hein. Là, je te parle des Quentin Urban, des Jérémy Candy, des Stéphane Boulanger. Il y avait Edwin Lucas. Enfin voilà, c'était cette génération-là. Et donc, j'avais travaillé avec eux en disant, ben voilà les gars, moi, je voudrais que vous vous mettiez au clair avec votre projet. Réfléchissez à votre projet. Alors, si vous voulez aller aux Jeux Olympiques, voilà, peut-être c'est un projet, c'est très bien. Mais si vous faites du marathon, dites-vous bien que je crois quand même qu'il y a quelque chose qui soit, sans être antinomique, et en tout cas différent. Et donc, j'avais fait venir Pascal, qui avait fait des interventions tout à fait brillantes, comme à son habitude, sur les actions situées, sur des choses un peu. Et puis, j'utilisais évidemment aussi beaucoup son histoire, parce que il est tellement fort et tellement convaincant sur le sens de sa vie, le sens de son engagement, que j'avais trouvé ça comme étant quelque chose d'assez fondateur. Écoute, mes espérances ont été décuplées, ont été largement satisfaites, parce que les athlètes, de façon assez cohérente et massive, ont dit, bah ouais, t'as raison. Et le premier acte fondateur, tu sais, ça avait été la participation aux sélections course en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, en clair, dans le déroulé d'une saison classique, il y a les sélections course en ligne qui arrivent en ce moment-là, donc qui arrivent au mois d'avril, et puis les sélections marathon qui arrivent après. C'est-à-dire qu'en clair, les athlètes de course en ligne se sélectionnent, ceux qui ne se sélectionnent pas, éventuellement, il reste les sélections marathon, et puis il y a une course pour la soie. Et là, comme j'étais responsable de sélection, j'avais organisé les choses autrement, en disant, là, vous n'avez pas le choix, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux, pas possible. Donc, et à l'époque, d'ailleurs, ça avait été compliqué, parce qu'il y avait quelqu'un comme Cyril Carré, qui connaît le talent, qui était régulièrement médaillé en course en ligne, d'ailleurs, ou médaillé en marathon. Donc, ça avait été un. Sauf que, tu vois, à chaque fois, on m'opposait ça. On m'opposait ça. Oui, regarde Cyril Carré. Oui, mais Cyril Carré, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. En tout cas, c'est une particularité, c'est singulier. On ne va pas organiser l'équipe de France et l'avenir de l'équipe de France simplement sur Cyril Carré, quand bien même il est un talent immense. Et puis, c'est un immense champion comme on en a eu peu. Et ce n'est pas lui faire offense, hein, je ne crois pas. Au contraire. Mais je disais, il faut organiser les choses de façon très claire. Il faut que les athlètes fassent le choix. Et j'avais été assez admiratif du choix qu'avaient fait ces athlètes. Et les premiers à l'avoir fait, ils s'appelaient Quentin Urban, ils s'appelaient Jérémy Candy, ils s'appelaient Stéphane Boulanger et Edwin Lucas. Ces jeunes-là, ils ont fait le choix et ils sont venus résolument sur le marathon, alors qu'ils pouvaient potentiellement éventuellement postuler sur des places en ligne, mais ils avaient fait ce choix. Et la suite, je suis tellement admiratif de leur parcours et très, très humblement avoir participé à la définition de leur projet beaucoup plus clairement en disant, mais voilà, on fait du marathon, mais on veut être champion du monde. Et pour être champion du monde, il n'y a pas moyen. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, on ne veut pas être des athlètes ratés de la course en ligne qui font du marathon et puis qui essayent d'être champion en marathon parce que c'est de la seconde zone. Non, non, non. Moi, je leur disais bien, et d'ailleurs Pascal m'avait bien aidé dans cette tâche, en disant, vous êtes des vrais champions. Par contre, soyez des champions jusqu'au bout. C'est-à-dire, donnez-vous les moyens. C'est-à-dire, n'essayez pas de vous projeter. C'est quoi votre rêve? Si c'est d'être champion olympique, n'est pas vous faire chier au marathon. Ça n'a aucun sens. Ça sera que de l'ersatz. Soyez très déterminés par rapport à votre posture de marathonien et assumez-la pleinement.
Et à partir de là, vous allez exprimer un potentiel que vous avez. Parce que moi, j'étais persuadé, d'ailleurs, je leur disais, moi, je suis désespéré de voir l'équipe de France qui a un niveau incroyable et puis qui, dans le money time, c'est-à-dire en gros, dans la dernière rotation, se fait éliminer au fur et à mesure des podiums parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on ne sait pas faire les choses comme il faut. Et j'ai été incroyablement surpris, dans le bon sens, par la capacité d'intervention de leur part vis-à-vis de leur projet, de l'appropriation de leur projet, et puis leur talent a fait le reste. Voilà. Et puis, c'est une immense fierté, en tout cas, c'est un grand bonheur. Moi, je partage ça régulièrement avec Quentin, parce que sur Paris et Jérémy, je trouve ça tellement satisfaisant de voir à quel point, simplement en donnant du sens à sa pratique, on arrive finalement à exprimer un potentiel qu'on avait, mais qu'on n'arrivait pas, pour des raisons un peu compliquées, à pas exprimer. Donc, je trouve que toi, par rapport à ta question, à un moment donné, il faut juste donner du sens. Voilà. Et ça en revient d'ailleurs à Pascal et à son école, la façon dont, et à Bigrel, que moi aussi je suis beaucoup, que je connais également. Je trouve que voilà, il faut donner du sens. Ça, c'est vraiment et dans sa vie d'ailleurs, tu sais, sa vie personnelle, presque intime, j'allais dire, donner du sens, c'est la seule clé. C'est la seule clé. C'est la philosophie qui est la clé. J'ai eu beaucoup d'échanges avec un gars qui s'appelle Claude Fauquet, je ne sais pas si tu connais, qui était l'ancien DTN de la natation. C'est lui qui a été l'artisan des Manodou, des Bernard et compagnie. C'est lui qui a initié toute cette génération. Claude Fauquet, qui est vraiment un homme incroyablement érudit, prof de sport, mais prof de sport et philosophe. Et moi, j'ai passé des heures à l'INSEP, parce que l'INSEP à une époque, à discuter avec lui et à échanger sur la philosophie et le sens qui porte les choses. Et lui, d'ailleurs, qui est un ami très proche de Bigrel, parce qu'il fait d'ailleurs des conférences, ils font des conférences communes tous les deux. Et c'est vraiment je crois que c'est vraiment la chose finalement la plus importante. C'est le sens qu'on donne à sa vie et qu'on donne à son activité. À partir du moment où on est au clair avec ça, j'allais dire après, l'expression humaine, son talent, mais on peut plus être en décalage si on est en accord avec le sens qu'on donne à sa vie. Je crois que du coup, on peut plus se mentir. Jusqu'à quel niveau tu as été, toi, personnellement, avant de prendre ta retraite en tant qu'athlète? Écoute, alors j'ai été un petit athlète international, j'ai fait quelques Coupes du Monde, une médaille en Coupe du Monde, j'ai fait un championnat du monde en tant qu'athlète. Et puis après, j'ai surtout été coach, entraîneur. J'ai participé à 4 Olympiades en tant qu'entraîneur, sur des missions différentes, notamment sur les data, gestion des data, entre autres. J'ai eu une partie intéressante d'ailleurs qui m'a assez passionné parce que je trouvais qu'elle donnait aussi un peu de sens à la réflexion et avec un regard différent. J'étais consultant France Télévisions pendant 3 Olympiades. Je commentais les compétitions, indépendamment du reste. Et j'ai fait ça aussi sur Eurosport, sur Orange TV à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé cette partie de ma vie en canoë-kayak parce que justement, elle me permettait de prendre un peu de hauteur. Quand je discutais avec le directeur des sports ou avec le PDG de France Télé à l'époque de l'activité canoë-kayak, ça me permettait de mesurer à quel point, effectivement, on était assez loin du compte. Notre perception de ce qu'on était, de notre sport, qu'il pouvait représenter pour des médias, avec la réalité, quoi. Et ça m'a permis j'ai l'impression que j'ai gagné beaucoup de temps dans ces missions-là, dans ces fonctions-là, pour finalement pas m'extraire, c'est pas le bon mot, mais pour prendre un peu de hauteur, en tout cas prendre un peu de distance vis-à-vis du moteur, quoi, et d'essayer de comprendre un petit peu tous ces éléments et de les mettre un peu en perspective. Et d'ailleurs, tu vois, c'est très cohérent avec finalement ma nomination en tant que directeur d'équipe de France, d'abord en marathon, puis après en course en ligne. Et je suis arrivé avec tout ce bagage qui m'a permis vraiment d'essayer d'ancrer mon action, pas du tout dans la gestion de mon ego, mais plutôt dans la mise à disposition d'un projet, mais qu'il était nécessaire de définir, de bien poser. Et que finalement, les seuls qui pouvaient le poser, c'était les athlètes, même pas les entraîneurs. Les entraîneurs, finalement, bon,
ce sont des instruments, et sans leur faire offense, hein, ce sont des instruments au service du projet de performance, quoi, mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Moi, les entraîneurs gourous, je fuis ça comme la peste. Et je trouve ça en danse, malheureusement, tu dirais, à une force décuplée. Mais est-ce qu'il y a un poste que tu aurais souhaité avoir et dont tu n'as pas eu l'occasion d'avoir? Alors, non, honnêtement, non. J'ai ardemment souhaité celui de directeur d'équipe de France, bon, parce que j'avais l'impression que je pouvais apporter des choses. Voilà, dans mon cheminement personnel, c'était un poste que je me sens manager dans l'âme, pas par, pas par flagornerie ou par égocentrisme, hein, plutôt parce que c'est mon cheminement de carrière, tu vois, quand je t'explique que voilà, j'étais en ligue, etc., le management en lui-même, avec toutes les emmerdes, entre guillemets, que ça peut engendrer. Donc, c'est pas lié au prestige du poste, je m'en fous, c'est plutôt lié au fait de pouvoir. Je me sentais utile à ce niveau-là. Voilà. Rapidement, je me suis senti d'ailleurs assez incompétent en tant qu'entraîneur, au sens très pratique du terme, très concret du terme. Tu vois, par exemple, j'ai cité François During, qui pour moi, c'est la référence en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire une mise à disposition intellectuelle, personnelle au service d'un projet qui est absolument incroyable. Moi, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'exemples de ce niveau-là, c'est-à-dire avec une humilité, une justesse du propos, une justesse de la posture. Là, j'en fais l'éloge, mais franchement, je le dis avec beaucoup de sincérité parce que je suis très impressionné par son parcours. Et moi, je n'étais pas du tout de ce niveau-là. Je ne suis pas en capacité d'apporter ça. Je n'ai jamais été en capacité d'apporter ça. J'ai essayé, mais j'ai rapidement trouvé, effectivement, ce n'était pas mon propos. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote à ce sujet. J'étais entraîneur, donc, je t'ai rappelé, en 96, avec Loyer, Ruiz, During, sur les jeunes. Et puis, à cette époque-là, il y a un nouvel entraîneur, un nouveau DEF, nouveau directeur de France, qui est nommé, qui est un Allemand de l'Est, Carsten Neumann. Donc, le DTN de l'époque, il s'appelait encore Hervé Madoré, décide, parce que les Français ne sont pas bons, parce que les résultats ne sont pas bons, il dit, bon, voilà, il faut casser le modèle et on va aller chercher les Allemands de l'Est. Voilà. Donc, ce gars-là, il arrive, il a un palmarès en tant qu'entraîneur, bras long comme 3 bras, c'est-à-dire il a des champions olympiques à l'appel, etc. Bon. Il fait l'unanimité, très bien. Et moi, j'étais en tant qu'entraîneur, et jeune, donc là, je le vois arriver, très bien, parfait. Et puis, on commence à faire les premiers entraînements, donc premier stage, je m'en souviens, parce que j'avais collaboré à sa mise en place, parce que c'était en Normandie, et moi, j'étais encore à l'époque, j'étais encore CPR en Normandie, donc plus de mon poste d'entraîneur, j'étais plus jeune. Et donc, on organise un stage 3 semaines à Pause, bel endroit, que tu connais d'ailleurs, je sais, et 3 semaines de stage. Déjà, c'était un peu inédit, hein, les 3 semaines de stage quand même, on en fait souvent. Et puis, avec Carsten qui venait d'arriver, donc il ne parlait pas un mot de français, il parlait un anglais très approximatif. Moi, je ne suis pas un champion, enfin voilà. Et puis, on fait des entraînements, tu vois, voilà. On fait des féminines, et puis on fait des entraînements avec le programme qu'il nous a donné. Donc, c'était essentiellement à base on était au mois de février, donc essentiellement des kilomètres. On engageait des kilomètres, 15 bornes, 20 bornes, des fois par jour. Et puis, moi, j'essayais de faire mon boulot d'entraîneur, donc voilà, et puis, Carsten qui était venu une fois dans mon bateau moteur. Et puis, assez rapidement, à peine à la moitié de la séance, il n'arrêtait pas de me faire, il me disait, en gros, il disait, mais tais-toi. J'avais pris ça un peu mal en disant, je vais raconter n'importe quoi, et il m'explique que c'est pas bien ce que je dis. Alors, j'étais un peu dubitatif, je dis, il ne parle pas français déjà, c'est bizarre. Mais enfin, bref, il me disait de me taire. Et puis, au final, on a débriefé le soir, et en fait, il m'a expliqué. Il m'a dit, mais Xavier, tu es entraîneur de l'équipe de France. Là, on est l'équipe de France. Même quand bien même, c'est une équipe jeune. Donc, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, voilà, je leur donne des conseils techniques sur la façon de faire, il me dit, non, mais si c'est l'équipe de France, si tu en es à leur donner des conseils techniques sur la façon dont il faut pagayer, c'est que tu les as mal sélectionnés. Il ne faut pas prendre ces athlètes-là. Parce que l'équipe de France, ce n'est pas ça. Et là, tu vois, j'ai mesuré à quel point, effectivement, j'étais en décalage, moi, et pas que moi, mais en tout cas moi, effectivement, avec la réalité du haut niveau. Et lui, il est arrivé avec cette réalité. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique, d'ailleurs. Moi, j'ai été assez vexé, je t'avoue, et puis ça a déclenché derrière un changement de carrière personnel. Mais pour la bonne cause. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point il avait raison. En disant, mais attendez, quand
une équipe nationale, si tu dois te faire expliquer la façon dont il faut que tu pagaies à chaque séance, mais ça ne va pas. Et il avait raison. Donc, voilà. Et il m'a dit, après, voilà, lui, il voulait des entraîneurs qui s'investissent à 100% et donc qui ne soient pas, en plus, moi j'étais CTR, CTR plus entraîneur, dans le stage, etc., comme à l'époque ça se faisait. Lui, il a dit, moi, je veux des entraîneurs qui soient des vrais professionnels, qui sont là tous les jours, etc. Il m'avait proposé un poste et que je refusais en disant, écoute, personne, vraiment, c'est la mort dans l'âme parce que je t'aime beaucoup, mais moi, je ne me vois pas effectivement monter en bateau moteur. Et parce que je lui dis, mais à quoi ça sert un entraîneur du coup? Qu'est-ce que je dois faire quand je suis les athlètes? Il dit, toi, tu vérifies qu'ils font le travail que tu leur as demandé de faire. Tu vérifies les temps, tu vérifies, toi, à la monde de l'Est, vraiment, tu vois, c'est ça le truc. Et je t'avoue que, mais il n'y a pas eu d'embrouille parce que ça s'est fait vraiment très naturellement et j'ai adoré ces interventions. Et je lui dis, écoute, voilà, moi, à titre personnel, je ne me vois pas faire des heures en bateau moteur pour vérifier les chronos et les machins. Et voilà, c'est pas mon truc, je peux pas de CTR parce que voilà, c'est autre chose. Et on était restés en très, très, très bons termes. Et moi, j'ai adoré cette séquence parce qu'elle m'a permis, tu vois, elle a donné du sens à ma fonction en disant, voilà, moi, je ne veux pas être ça finalement. Je n'ai pas cette humilité-là, en tout cas, je n'ai pas cette capacité de patience peut-être. Et donc, je m'étais éloigné de l'entraînement à ce moment-là, vers du coup des fonctions un peu différentes, plus logistiques d'ailleurs, entraînement, parce que je me suis retrouvé quand même depuis 91. Hein. J'étais le premier à la fédération, enfin, mais plus ancien sans doute maintenant même, c'est sûr. J'ai participé à la mise en œuvre du premier système de départ automatique, le fameux départ automatique AGSO, AXO qu'on appelait, qui a été créé par les Français en 1991 pour les championnats du monde à Vers-sur-Marne. Et j'étais jeune cadre, jeune athlète. Je n'avais pas été sélectionné pour le championnat du monde. L'année avant, oui, mais pas cette année-là. Et du coup, on m'avait proposé de participer. Donc, j'avais participé avec bonheur, parce qu'en plus, moi, j'étais dans la technique, donc ça me passionnait. C'était un ingénieur, un mec incroyable, Parqueux, il s'appelait, qui avait imaginé complètement dans sa tête ce système de départ automatique, qui fait maintenant référence, parce qu'il est utilisé à la gamme de course en ligne. Il a été copié, etc. Mais à l'époque, donc j'ai participé à cette aventure que j'ai trouvée passionnante et donc je me suis retrouvé assez naturellement dans cette toile en tant que technicien. En plus, voilà, ça me passionnait. Il y avait de l'électricité, un peu d'électronique, de l'électroclimatique. Et voilà, j'ai été pris dans cette partie-là. Puis finalement, tu vois, rapidement, je me suis retrouvé à la Fédé avec cette responsabilité-là de mettre en œuvre les bassins. Alors, je me suis pas travaillé avec des Jean-Marc Lejeau, que je ne connais pas, mais qui était un mec extraordinaire, batelier de la fédération, embauché comme batelier parce que ancienne BE du club de Brie-sur-Marne et finalement aussi un peu technicien qui adore le bricolage. Et on s'est retrouvés tous les deux, avec Pascal d'ailleurs, pour en parler avec eux, mais à monter des bassins, de course en ligne, à monter des systèmes de chronométrage, à monter des systèmes de départ. Et cette partie-là, tu vois, ça m'a rappelé un peu ma jeunesse. Finalement, c'était une espèce de retour intéressant et assez passionnant. Et moi, je l'ai pris vraiment comme une plus-value incroyable à mon parcours. Et en tout cas, tu vois, en venant agréger au parcours de performance, au projet de performance, en disant, voilà, j'agrège parce que j'apporte de la plus-value aux athlètes, j'apporte du bien-être. Le bassin, il est bien monté, il est bien tracé. Tu vois, les systèmes, ils sont bien montés, ils vont fonctionner correctement. Le système de chronométrage, il est fiable. Et je me disais, ça participe de façon incroyablement efficace au projet de performance. Parce qu'il n'y a pas que le suivi de l'entraînement, il n'y a pas que, tu vois, il y a aussi tous ces aspects-là. C'est-à-dire, voilà, l'athlète, il sait qu'il rentre dans les systèmes de départ, qui sont bien alignés, que le bassin, il ne va pas bouger, que le chronométrage, il est fiable, que tout va être nickel. Ça apporte de la stabilité, ça apporte de la sérénité. Et donc, on est dans le projet de performance, vraiment. Et j'ai adoré cette partie-là. Qu'est-ce qui fait que tu quittes le milieu du kayak, entre guillemets? Alors, beaucoup de choses. J'avoue, beaucoup de choses. D'abord, en premier lieu, dans l'ordre d'importance et chronologique, c'est le changement d'équipe fédérale, clairement. Une nouvelle équipe est élue en 2016. Alors moi, je suis technicien, hein, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Mais c'est vrai que le projet porté par cette équipe ne correspondait pas du tout à des choses qui me parlaient, là, clairement. Je n'ai pas considéré que ça pouvait être efficace et que ça pouvait être pertinent. Alors, l'histoire me donne un peu raison. J'allais dire malheureusement pour le canoë-kayak, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. Sur le plan sportif, en tout cas, j'entends. Il y a une réorganisation, après, du coup, avec cette nouvelle équipe, une réorganisation, un nouveau DTN, un nouvel organigramme qui se met en place
et qui, pour le coup, vient finalement renforcer l'idée que j'en avais, c'est-à-dire un manque de pertinence. Et malheureusement, encore une fois, voilà, beaucoup de départs, beaucoup de pertes. Pascal Boucherie qui s'en va, et Pascal Boucherie, moi, plein d'autres. On est plus de 18 à être partis à ce moment-là. Donc, voilà. Après, je n'ai pas de jugement particulier sur le fait que voilà, c'est les élections, c'est la vie démocratique de la fédération, il n'y a pas de problème particulier. Il y a une légitimité à cette équipe, à cette chose qu'elle pourra devoir mettre en œuvre. Mais moi, c'est vrai que j'aurais eu 30 ans ou 40 ans, peut-être que je me serais laissé un peu guider en me disant, bon, tant pis, on va essayer de suivre, on va voir un peu. L'âge que j'avais, je me dis, non, comme Pascal d'ailleurs, on dit, non, l'histoire, on la connaît déjà, elle est déjà écrite, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, il y a trop de choses qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas les courses en ligne, mais qui ne sont pas en phase en tout cas, et qui vont sans doute être difficiles à gérer. Voilà. Et à un moment donné, ces distensions-là, elles viennent percuter ta propre motivation. Quoi. Et à un moment donné, il faut rester, je parle toujours du sens, mais voilà, il faut qu'il y ait du sens pour toi, et pourquoi tu fais les choses. Donc là, moi, j'avais perdu complètement le sens de ce que je faisais. Et puis, j'avoue, à titre personnel, voilà, je trouve que avec ma femme, je me suis découvert une âme de danseur grâce à elle, d'ailleurs, il y a quelques années. C'est une activité, vraiment un plaisir immense à pratiquer. Alors, vraiment, tu n'imagines même pas. Hein, parce que moi, j'ai 2 pieds gauche et je suis vraiment pas. Voilà. Mais peu importe. Voilà, une activité en fait, j'étais à la recherche d'une activité que je pouvais faire avec mon époux. Les activités sportives sont quand même très, très, très limitées. C'est vraiment quelque chose que tu partages à deux, dans un niveau qui est un peu, si ce n'est similaire au moins. Voilà. Là, la danse, tu peux pratiquer avec n'importe qui, quel que soit le niveau d'un débutant, d'un confirmé, peu importe, tu arrives à pratiquer. Et c'est une activité incroyablement riche en termes de sensations, d'émotions, de partage. Voilà. Et donc, voilà, j'ai découvert ça avec elle. Bon, bref. Et puis, c'est vrai, vraiment, à titre tout à fait anecdote, mais je me suis retrouvé, à participer, à être invité à un championnat d'Europe de danse latine à Paris. D'ailleurs, le président fédéral de TEAC avait été invité pour y aller, il avait donné des invitations, donc on y avait été avec mon épouse, et qui était à l'époque directrice administrative et financière de la fédération de TEAC, d'ailleurs. Donc on y avait été tous les deux. Et en regardant le spectacle, je trouvais ça, j'avais dit à ma femme à ce moment-là, je me souviens, j'avais dit, écoute, tu sais, alors que ce n'était pas du tout le cas, c'était en 2015, je crois, ou 2014. Je me dis, si jamais je ne devais pas faire du kayak, je crois que j'aimerais bien travailler pour la fédération de danse. Je me projette bien dans ce que je pourrais éventuellement apporter à cette fédération. Pas cette chose, j'ai l'impression de le hasard de la vie fait que, peu de temps après, écoute, le breaking devient olympique. La fédération se retrouve, le ministère et la fédération se retrouvent en recherche de quelqu'un qui pouvait porter le projet olympique dans une fédération qui n'a pas de cas technique. Il y avait un seul cas technique à l'époque, c'était l'IPN. Il n'y avait absolument aucun entraîneur, personne qui pouvait porter un projet, ne serait-ce qu'olympique. J'allais au niveau, ça ne pas. Et donc, il y a cet appel d'offres. Et puis moi, j'avais rencontré le président quelques temps avant. On avait discuté un peu justement ce fameux championnat. Et il s'était souvenu de moi. Et en fait, il m'a appelé. Il m'a appelé en me disant, est-ce que vous seriez tenté Et là, je t'avoue que j'ai sauté sur l'occasion en disant, oui, je suis tenté, mais j'y vais, quoi. On y va, quoi. Et en plus, là, pour le coup, sur le breaking, qui est une activité qui n'était même pas présente au sein de la Fédération française de danse. Donc, c'était vraiment très singulier. C'est un projet assez particulier. Mais j'adore, et je me régale. Au final, je me rends compte à quel point il y a une analogie mais incroyablement forte. C'est-à-dire qu'un projet de performance, c'est un projet de performance. Dans la gestion managériale, tout est à peu près similaire. À peu près tout. Il n'y a pas de sujet. L'important, c'est de travailler sur le sens. L'important, c'est une fois que tu donnes du sens aux choses. Moi, je ne suis pas un danseur, je ne suis même pas un breaker, encore moins. Mais voilà, aujourd'hui, en toute humilité, arrive à fonctionner, je pense correctement. En tout cas, on arrive à agréger des énergies pour monter ce projet qui est assez particulier parce que c'est vraiment très hors norme. Et je suis tellement fier de pouvoir participer à cette aventure parce que ça restera en moi. C'est quelque chose qui restera gravé. C'est une compétence, encore une fois, en toute humilité, j'essaie j'agrège un peu des énergies des uns des autres. J'essaie de comprendre l'environnement. J'ai travaillé sur le modèle de performance qu'il n'y avait pas, je n'ai pas posé.
Ça m'a permis de m'interroger moi-même sur ma pratique, sur mes compétences, sur la façon dont je fonctionnais, mes a priori. Je me rends compte à quel point le breaking, par exemple, en avance. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans d'avance. D'ailleurs, je disais ça à l'agence il n'y a pas longtemps avec Odesta et notre référente. Mais sur les activités jugées, le breaking a 20 ans d'avance. Alors, bref, pour tout un tas d'éléments, je trouve ça passionnant. Et je me passionne tous les jours pour cette activité. Je suis vraiment très, très, très content. Même si j'ai évidemment une tendresse tout à fait naturelle et singulière pour le canoë-kayak. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas de nostalgie. Vraiment, très honnêtement, je n'ai pas de nostalgie du canoë-kayak, même si je reste très attentif à ce qui se passe, parce que je suis un peu content et ça me parle. Mais bon, je ne me dis pas, j'aimerais bien. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là du tout. Au contraire, je suis vraiment focus à 100% sur mon nouvelle activité parce que justement, elle me procure une nourriture intellectuelle qui est vraiment très, 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 très riche et qui fait que, j'ai l'impression que tout converge vers une espèce de recherche d'excellence, de la bonne question, du bon timing, de la reconnaissance de ce que je suis. Voilà, par exemple, au canoë-kayak, la question de ce que je suis ne se posait pas. Voilà, il y avait Florio au canoë-kayak, voilà, vous savez qui j'étais. Encore une fois, en toute modestie, mais bon, voilà, je n'ai pas prouvé le fait que j'avais éventuellement quelques compétences dans l'activité pour en parler. Là, en la danse, je dois prouver toute la journée, tous les jours, à chaque instant, je dois prouver que je suis pertinent dans ce que je dis, que ce que je dis, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, je dois argumenter, je dois vérifier, et je dois donner du sens. Et en fait, comme j'adore ça, je trouve que ça donne une richesse à mon fonctionnement, une richesse à ma fonction qui est super. En tout cas, c'est assez épuisant, mais vraiment, ça me passionne. Tout à l'heure, tu disais que en 2016, quand la Fête Kayak ça a changé d'encadrement entre guillemets, tu t'es pas reconnu là-dedans. Moi, j'ai l'impression au fil des podcasts, donc je suis extérieur et donc peut-être que mon avis est un peu biaisé, que en fait, à chaque fois qu'il y a un changement, on s'appuie pas trop sur ce qui a été fait auparavant. C'est un changement, changement. Quelle est ta vision, toi, sur entre guillemets comment créer, je sais pas comment dire, le terreau pour que ça performe. Là, on a vu les jeux de Tokyo, c'était pas ce que j'espérais en tant que supporter. Et donc, quelles sont, je sais pas si tu peux le dire ou pas, si tu es encore dedans quoi, mais quelles sont les erreurs à ne pas reproduire entre guillemets, ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'il y ait une certaine pérennité entre guillemets, une construction qui se fasse au fur et à mesure. Parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fédé entre guillemets que là je côtoie un peu de loin, mais j'ai déjà côtoyé des fédérations de beaucoup plus près. Et j'ai l'impression que c'est souvent comme ça, quoi. En fait, on se sert pas du passé et en fait, ça tourne en rond, quoi. Écoute, franchement, je crois que Rudy, tu as tout compris. Tu n'es pas un kayakiste depuis très, très, très longtemps, de ce que je comprends, mais par contre, tu as tout compris au sport en général. En fait, l'activité sportive est assez singulière dans le sens où, effectivement, elle a ce manque de recul, ce manque de vision d'elle-même. Et comme on est dans le bal des égaux, faut tout dire, franchement, on est dans une espèce de valse des égaux. Et bien, en gros, on préfère la terre brûlée à la construction. Et il y a un dicton qui dit « Celui qui ignore l'histoire se condamne à la revivre ». C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je me retrouve aujourd'hui, je fais partie des anciens, avec une quarantaine d'années de recul, et j'ai vu différents systèmes. Et je vois bien qu'aujourd'hui, on est en train de reproduire simplement quelque chose qu'on a connu il y a une vingtaine d'années, avec tous les errements que ça engendre. C'est-à-dire que les mêmes causes, comme disait Einstein, la définition de la folie, c'est de penser qu'en faisant les mêmes choses, on obtient des résultats différents. À un moment donné, si tu fais des choses, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas pris la précaution de regarder ce qui se faisait avant, voir si effectivement c'est la même chose ou pas, tu risques de reproduire un schéma qui va invariablement reproduire quelque chose près, quelques variantes près, un résultat à peu près similaire. Et là, malheureusement, ce qui est vrai pour la canoë-kayak, c'est vrai pour tout un tas de sports. Parce que l'activité sportive, contrairement au culturel d'ailleurs, l'avantage que aujourd'hui je découvre dans la danse, c'est que je suis aussi confronté à cette réalité artistique, dite culturelle, et donc je me rends compte à quel point le culturel dans l'artistique prend le pas sur les égos. Il y a des égos très forts dans la culture, mais le culturel, il est encore plus grand. C'est-à-dire que la
la valeur symbolique de ce que tu portes, un comédien, un artiste, peintre, un danseur, là, il rentre quand même dans un schéma culturel qui lui est supérieur. Alors, dans le sport, on n'a pas ça. Malheureusement, on n'a pas ça. Et donc, on a la valse, ce que j'appelle la valse des égaux, c'est-à-dire des personnalités qui vivent pour elles-mêmes et autour d'elles-mêmes. Et donc, que ce soit le sportif ou le coach, tout ça, ça va tourner. Ils vont organiser malgré tout leur environnement autour d'eux-mêmes. Et malheureusement, pour la plupart, ils ne vont pas prendre en compte cette partie d'histoire. C'est-à-dire, voilà, on a déjà testé des choses, on a déjà fait des choses. Et là, malheureusement, tu parlais des résultats de Tokyo, moi, en tout cas, encore une fois, je parle avec beaucoup de recul et un peu d'humilité, parce que c'est toujours facile de refaire le match, hein, évidemment. Mais quand même, il y a des choses dont on savait qu'elles ne fonctionnaient pas, qu'elles n'avaient pas fonctionné, et qu'a priori, il y avait peu de chances que ça puisse fonctionner. Et d'ailleurs, malheureusement, le résultat nous a donné raison. Et donc, c'est un peu triste parce que tu dis, c'est vraiment des erreurs qu'on pourrait éviter avec, encore une fois, la mise en place simplement de, j'allais dire, toi, ce que tu fais, toi, par exemple, un exemple tout bête, mais voilà, le travail titanesque quand même, je le dis parce que c'est impressionnant le travail que tu fais en termes de timing, etc., de temps que ça prend, mais mine de rien, il est fondamental parce que je trouve que par rapport à la course en ligne, il y a vraiment tellement de choses dont il faut s'imprégner. Et ce travail de mémoire et de partage de culture que tu fais toi, je trouve relativement normal, par exemple, que ça ne soit pas quelque chose que la fédération ne s'approprie pas, par exemple, mais en tout cas, ça ne s'associe pas pour faire en sorte que, oui, c'est tellement énorme. D'ailleurs, tu sais, si tu regardes dans le slalom, une des forces, moi je suis très très ami avec un certain nombre de slalomeurs, et notamment des gens qui ont construit le slalom, mais vraiment de très haut niveau, comme Bertrand Daille, qui est directeur de l'équipe de France aux Olympiades, et qui a ramené 3 titres olympiques quand même. Voilà, on l'a remercié, Manu Militari en 2016, mais voilà, depuis, on n'a plus de médaille. Mais voilà, ce gars-là, quand tu discutes avec lui, moi je suis très ami avec lui et on reste très proche, et je vois bien à quel point la culture du slalom était beaucoup plus empreinte au partage et à la transmission des savoirs, jusqu'à présent en tout cas, et ça a été brisé en 2016, malheureusement, ça a été fortement diminué, et on voit bien malheureusement les effets collatéraux, tu vois, sur les résultats. Et je me souviens, tu sais, moi je suis arrivé à la DTN en 2004, donc, et une des questions qu'avait posé le DTN, qui s'appelait Antoine Gauthier, un homme de brillance intellectuelle assez rare, mais d'une, comment dire, avec lequel il fallait travailler avec un esprit particulier parce que c'était une espèce de fou furieux, une éructation intellectuelle. Il avait 3 idées par minute. Il était vraiment brillant. Il était très très brillant. Mais par contre, voilà, c'était un peu tout faire. Et à ce moment-là, on fait une réunion à la DTN. Il y avait tous les directeurs d'équipe de France. Moi, j'étais directeur d'équipe de DTN. Et il pose la question au directeur d'équipe de France, qui s'appelait Christophe Prigent, à l'époque. Il lui dit, Christophe, dis-nous, c'est quoi le résultat du slalom? C'est quoi la recette du succès du slalom français? À l'époque, effectivement, le slalom français était alors bon, histoire de banalité, des choses. Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte à quel point, à ce moment-là, autant on est souvent perdu dans la défaite, c'est-à-dire qu'on a du mal, et tout le monde se précipite pour expliquer les bonnes raisons de la défaite. Hein. Chacun y va de son appréciation. Autant dans la victoire, on est totalement démuni parce qu'on inhibe totalement notre capacité de réflexion vis-à-vis de la victoire. On a gagné. On ne va pas s'épancher sur la victoire. On gagne. Voilà. Et en fait, le directeur de l'époque, et moi, ça m'avait parlé parce que je me suis dit, mais en fait, personne n'en sait rien. Donc, en fait, aujourd'hui, aussi bien on gagne, et demain, si on perd, on n'en sait rien. Et j'ai retrouvé, tu vois, cette réalité-là dans la défaite de Tokyo, où finalement, quand j'entends les commentaires, je regarde les commentaires sur le bilan olympique, je suis assez effaré. C'est-à-dire, il y a zéro analyse digne de ce nom. C'est-à-dire, il y a, prospective, on ne met pas en perspective quoi que ce soit. On trouve des espèces d'arguments, moi, je trouve assez fade, mais enfin, bon, c'est mon appréciation personnelle. Encore une fois, maintenant, je suis spectateur. Mais je trouve que c'est dommage, justement, de ne pas aller dans l'analyse fine et l'analyse culturelle. C'est-à-dire, moi, je pense qu'effectivement, on gagne parce qu'on construit, on bâtit son savoir sur
des générations précédentes. D'ailleurs, tu sais, on parlait de Pascal Boucherie, la génération de Pascal Boucherie, ils ont été brillantissimes. Voilà, bon, il y avait des champions du monde, des médailles olympiques, des gens incroyables. Parce que ceux dont on cite de cette époque-là, des Vavasseur, des Bréjon, des Bocara, Boucherie, etc., c'était des gens qui étaient non seulement champions, mais qu'en plus qui étaient brillants. Ils avaient des études de médecine, de machin, enfin, ils étaient intellectuellement assez forts. Et puis, on a une génération qui est arrivée derrière, dans laquelle j'étais, moi, bien moins talentueuse, malheureusement pour moi, mais en tout cas, il y en avait d'autres qui étaient bien plus talentueux. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que la génération qui a suivi, alors, je vais essayer de prendre des précautions oratoires, parce que j'ai un immense respect pour ces gens-là, je ne veux pas du tout diminuer ce qu'ils ont fait, mais on a eu des Olivier Lazac, une espèce de joyeux, c'était un diamant, un diamant, il faisait des choses incroyables en bateau. Un Jean-Damien Liout, ça a été le seul double champion du monde junior qu'on ait jamais eu en ligne, historiquement. On l'appelait 32 os. C'est-à-dire que le gars, il faisait 66 kilos, il était taillé pour la course à pied, mais pas pour le canoë-kayak. Et il a été double champion du monde. Il a gagné avec plus d'une seconde d'avance au championnat du monde. Enfin, c'était une anomalie. Tout le monde rigolait. Les étrangers, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, en fait. C'était un mec qui a un talent, même pas imaginé. Je crois qu'on n'a pas retrouvé ce talent-là. Honnêtement, on n'a pas retrouvé. C'était une espèce d'extraterrestre. On avait des Philippe Aubertin, incroyablement talentueux, quelqu'un de hors norme, une espèce d'extraterrestre. Et malheureusement, cette génération d'un talent fou, c'est-à-dire qu'ils étaient, sur le plan du bateau, ils étaient mais, immensément plus convaincants que la génération qui précédait. Ils ont eu des médailles, mais ils ne les ont pas eu, ces médailles. Et ils ne les ont pas eu pour une raison, je trouve, assez simple, malheureusement, c'est qu'ils ont tout reposé sur leur talent. Effectivement, ça t'a pas échappé quand Pascal te parle de ses volumes d'entraînement, enfin, c'est hors norme, quoi. C'est un truc, mais là, quand même, pas hardcore, quoi. Là, ouais, mais bon, ils savaient pourquoi ils y allaient, quoi. Et on s'est retrouvé avec des gens qui étaient tellement talentueux que finalement le travail n'a pas été à la hauteur et que on n'a pas tenu compte justement de ces réalités de la génération précédente avec ces niveaux quand même de volume qui étaient nécessaires. Et il a fallu attendre un Karsten Neumann dans les années 96, tu vois, 95. Donc, il y a un trou de quasiment de génération, enfin une génération. Il y a 2 Olympiades. Un Karsten Neumann qui arrive avec ces réalités de tests de musculation, bref, qui ont un peu enquiquiné tout le monde. Mais il y a une seule vertu à ça, parce qu'effectivement, le test lui-même, on est toi qui es un grand spécialiste, bien plus que moi d'ailleurs là-dessus, tu pourras sans doute en témoigner. C'est pas le test en lui-même, bon. Mais par contre, il a permis de remettre les gens sur le rail du travail. C'est-à-dire, Karsten disait, non mais là, si vous n'avez pas un minimum de volume et de capacité musculaire, on ne peut même pas parler, quoi. Je veux dire, voilà, l'être exceptionnel. Et toi, en France, on est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de l'être exceptionnel. On cherche le talent, l'espèce de diamant. Et voilà. Et ça suffit. On cherche ça. Après, je me permets de rebondir rapidement sur ce que tu dis. Oui, je t'en prie. C'est parce que souvent, on a tendance à idolâtrer un petit peu ceux qui réussissent en disant c'est le talent. Tu vois, c'est des joyeux bruts. Et à moins mettre en avant voilà, exactement, la culture de l'effort, de se dire, quand quelqu'un réussit, on va pas se dire, tu vois, on se dit rarement, putain, le gars il s'entraînait, bel effort de persévérance, bel effort d'entraînement et tout, on va plus se dire, oh putain, incroyable, il était doué pour ça, tu vois, on va mettre en avant ce truc-là, au lieu de se dire qu'il a développé tout ça, tu vois, on va récompenser, entre guillemets, oralement, le fait que, voilà, il a gagné, parce qu'il était plus doué, il avait du talent, tout ça, alors que pour moi, le talent, j'aime bien me dire ça, ce n'est que la répétition. Tu vois, c'est de la répétition, et ça, on l'omet souvent. Et donc, tu vois, ça revenait sur ce que tu disais, c'est que, ok, t'es talentueux, c'est bien, t'as peut-être un petit truc en plus de base, t'as peut-être les bras un peu plus longs, ou je sais pas, ou t'en as fait une erreur un peu plus vite, tu peux mouliner plus vite, mais ça change rien au fait que, en fait, c'est le travail qui te fait gagner au final, à la fin. Ouais, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui soit hyper doué, qui fasse rien et qui gagne, surtout à haut niveau. C'est du jamais vu, quoi. C'est toujours, mais on minimise en fait ce truc de dire au lieu de dire bravo pour tes efforts, on dit bravo pour ta victoire. Et puis voilà, on minimise un peu les efforts qui sont réalisés et qui sont cachés, parce qu'on les voit pas. Ouais, c'est tout à fait. En fait, tu sais, on est dans la perception. T'as raison, Oli, moi je partage à 200%. C'est-à-dire que en France, on est beaucoup dans la perception. C'est-à-dire que on se persuade de quelque chose et puis on va agréger à des signaux qui vont dans le sens que l'on souhaite.
Et par exemple, effectivement, de dire, le talent, tu as vu comment il est talentueux, bon, il ne s'entraîne pas tant que ça, mais enfin, il est super talentueux. Puis ça nous arrange, quoi, parce qu'on voilà, n'est pas trop courageux, pas trop envie de s'entraîner, et de se dire qu'il y a un mec qui ne s'entraîne pas tant que ça. Et nous, on était là, toi, à l'époque, justement, dont je te parlais, là, c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire, on avait des gens qui arrivaient, c'était incroyable, quoi. Ils faisaient des trucs mais invraisemblables. Et puis, par rapport à des Bréjons, des Bocarat, des Boucheries qui s'entraînaient comme des chiens, avec des milliers d'heures d'entraînement, je dis, non, mais si tu veux faire ça, nous, laisse tomber. C'est pas possible. C'est beaucoup trop dur. Mais bien sûr, c'est beaucoup trop dur. Et donc, on voyait effectivement que la partie réussite en disant, mais regarde, en fait, les mecs, ils sont capables d'aller aussi vite, et finalement, voilà. Ouais. Sauf que la petite différence qu'il y a eu entre les deux, parce qu'il y a une toute petite différence, pas énorme, c'est juste qu'il y en a qui ont gagné, il y en a qui n'ont rien gagné. C'est ça la différence. C'est que là, pour le coup, si on en revient à la performance, oui, la performance de haut niveau, elle ne souffre pas de médiocrité ou d'insuffisance. Elle est forcément quelque chose d'absolu. Et donc, malheureusement, cette génération-là, elle est un petit peu passée à côté. Bien malheureusement, parce qu'ils avaient un tel talent. Moi, encore une fois, je reste sans bouche bée, mais franchement, devant ce talent, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup depuis. Mais par contre, ils n'étaient pas très talentueux, ils n'étaient pas très courageux dans le sens de, ils n'étaient pas dans les mêmes volumes, ils étaient dans une espèce de nonchalance, un peu, justement parce qu'ils avaient des facilités un peu techniques. D'autant plus, tu sais, à cette époque, on était vraiment dans ce que expliquait Pascal, c'est-à-dire le changement de matériel, on est passé du bois au composite, y compris pour les pagaies, avec des nouvelles pagaies, notamment la Wing qui est arrivée. Enfin, voilà, il y a eu un changement de matériel assez radical qui a fait qu'il y a un certain nombre d'anciens, en tout cas d'athlètes un peu plus anciens sur le plan international, qui se sont retrouvés totalement déclassés parce qu'ils ne se sont pas adaptés au matériel, ils ont eu du mal à l'avoir parce qu'il y a quand même, on est quand même dans un sport assez pauvre, avec des moyens matériels très limités. Donc, il y a des nations qui, de toute façon, ne pouvaient pas jouer parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le matériel qu'il fallait, etc. Donc, il y a eu un déclassement comme ça assez généralisé, ce qui fait que toi, ça a un peu perturbé les résultats pendant un certain temps. Maintenant, il n'y a plus de sujet, tout le monde a le meilleur matériel possible, on arrive à quelque chose d'assez normé, ou presque normalisé, on va dire, pour tout le monde. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et voilà, ça a fait la différence. Et on a été obligé de passer par, et ça c'est toute l'intelligence d'ailleurs du DTN, hommage, pour le coup, j'étais rarement d'accord avec lui. Pour ça, je me permets de parler d'un hommage, mais avec Henri Madoré, qui a eu quand même le sens de l'histoire en se disant, voilà, on va aller chercher une ressource extérieure pour ramener quelque chose à la France et faire un espèce d'électrochoc. C'est exactement ce qui s'est passé. Carsten a participé de cet électrochoc. Il a amené cette culture allemande, et pas la culture française, c'est-à-dire du travail, de l'abnégation, du stakhanovisme un peu, où voilà, on doit répéter des choses. Non, ça ne fait pas plaisir, mais c'est pas grave, on y va. Tu sais, je suis très proche de plein de sportifs, parce que je pas beaucoup de salut, notamment avec les gens de l'aviron. Et je me souviens d'un Samuel Bardet, c'est bien. Et il a été double champion olympique, une carrière assez incroyable. Et lui me disait, eux, ils ont fait le chemin qu'on a fait nous en course en ligne, mais un petit peu avant nous, avec un gars qui s'appelait Eberhard Munt, pareil, qui était de l'Allemagne de l'Est. Et il dit, tu sais, Xavier, moi, mes enfants, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ne font pas d'aviron, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Il dit, moi, là, je peux te prendre mes emplois du temps et mes carnets d'entraînement, d'une année sur l'autre, c'est la même chose. Au jour près, c'est la même chose. Les mêmes programmes, les mêmes volumes, les mêmes intensités, tout pareil. Et il dit, je ne vais pas cracher dans la soupe. Il dit, toi, aujourd'hui, j'ai un palmarès, tout le monde me l'envie, je ne pouvais pas espérer avoir un palmarès aussi fort. Mais il dit, franchement, le plaisir, j'en ai. Et tu vois, alors c'est un peu too much, c'est un peu extrême, mais n'empêche que ça m'avait percuté parce que je me suis dit, ouais, putain, il y a des activités où quand même, effectivement, il peut gagner en ayant un plaisir presque inexistant, enfin minimaliste, quoi. Bon, il est content parce qu'il a gagné. Il dit, mais c'est une telle abnégation du quotidien avec des choses qui sont mornes, qui sont rébarbatives, qui sont régulières, répétitives. Et finalement, lui, il en avait une espèce de dégoût. Et c'était assez hallucinant, toi, de l'entendre. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça venait nourrir le débat. Et je trouve que nous, Carsten, on a eu un peu ça. Il est arrivé avec ses tests muscules, les tests de 2 minutes, avec les machins, les trucs, tirade planche, développé couché, les segments, la mesure des segments, etc. Et ça a gavé tout le monde. Moi, j'ai fait partie des cadres qui ont organisé les trucs. Donc, je peux dire qu'on a mangé plus qu'à mon appétit. Il n'empêche qu'il a apporté cette réalité de travail et il a remis la course en ligne dans les rails. Et la génération des Jouves, des Arnaud Ibois, des Philippe Collin, des Étienne Hubert, c'est la génération des Carsten.
Et ça, personne ne le contestera parce que on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est Kirsten qui a enfanté, entre guillemets, en tout cas, c'est lui qui a mis sur les rails la possibilité d'émergence de cette génération qui a été une génération incroyablement productive en termes de résultats. C'est-à-dire que voilà, on a ramené des titres et des médailles. Bon, voilà, sur l'olympisme, ça a toujours été un peu plus compliqué, mais on a un vrai problème en olympisme en France. Mais, là, pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas, voilà, il a réussi, lui, à enfanter ça, quoi. Moi, je trouve ça génial. Et je me dis, bah, voilà, ce gars-là, il a été bon. Moi, j'ai un très, très bon souvenir de ce personnage parce qu'il a vraiment réussi à faire ce que Hervé Madoré avait détecté et avait, ce pourquoi il l'avait cherché. C'était voilà, la remise en place de quelque chose quand même. Voilà, la course en ligne, c'est pas l'eau vive. On n'est pas dans quelque chose de totalement hors sol. On est obligé d'avoir des fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est une préparation physique solide. Voilà. Il ne s'agit pas de devenir haltérophile, mais enfin, il faut une préparation physique solide avec un volume d'entraînement important. Ça, c'est la base. Et si on ne veut pas faire ça, on ne peut pas faire de la course en ligne. En tout cas, pour faire champion, ce n'est pas possible. Après, c'est un peu la société aussi actuelle qui est dans la recherche du plaisir, du bonheur à tout instant, tu vois. On perd un peu ce truc de justement que l'effort, entre guillemets, que ce qui doit être fait, tu vois. On pense plus à qu'est-ce que j'ai envie. Ah bah tiens, j'ai pas envie, je fais pas. Ah tiens, c'est trop dur. Ah, ça me fait moins plaisir, ou tu vois. Et forcément. Toi, tu dois connaître ça, Rudy, bien sûr, avec sur la musculation et sur la préparation physique. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, ils veulent être beaux, risques et musclés, être beaux et musclés. Et puis, par contre, au-dessus de 3 répètes, ça les fait chier, quoi. Ouais, non, mais voilà, mais moi, je vois bien dans mon milieu de la musculation. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, 21 ans même maintenant. Le temps passe vite. Mais, forcément, au début, tout le monde voulait s'entraîner à fond. Les gens se demandaient, ouais, est-ce qu'il faut s'entraîner 2 fois par jour? Maintenant, la question, c'est, est-ce que si je m'entraîne 3 fois 15 minutes, je peux avoir des résultats? Voilà. Voilà. On en est là. Et maintenant, ce qui marche beaucoup, c'est justement les programmes qui promettent beaucoup de résultats avec très peu d'efforts, comme pour l'alimentation. Ah oui, exactement. Ça se fait du bonheur, quoi. J'allais dire, alors, tu parles de l'alimentation, c'est vraiment un très bon exemple parce que c'était y compris dans la performance, c'était comment dire, le sujet il y a quelques temps. Aujourd'hui, tu vois bien, c'est la prépa mentale. Et on est exactement dans le même sujet. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens, moi, tu vois, je suis confronté à ça tous les jours. C'est-à-dire que je reçois des mails, mais je te mens pas, hein, je reçois minimum 2 mails par jour d'offres de préparateurs mentaux par rapport aux équipes de France de breaking. Et comme je suis dans un environnement qui ne connaît pas la performance, parce que la fédération de danse, ce n'est pas la culture, la performance, c'est autre chose. Donc, je suis sollicité vraiment de toute part et je n'arrête pas de dire, non mais attendez, mais d'abord, rien que le terme déjà, c'est impropre. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut préparer, je veux dire, c'est quoi? C'est de l'esclavage? De quoi on parle? On ne prépare pas le mental, c'est ridicule. On accompagne un projet. On accompagne une personne, mais là, on parle des neurones, on parle de la réflexion d'un être humain. On ne parle pas d'un processus physiologique dans lequel, effectivement, il y a une entrée, il y a une sortie, et puis il y a un stimuli qui fait qu'on va obtenir tel ou tel résultat. Là, on parle de l'âme humaine. Donc, à partir du moment où on parle de l'âme humaine, moi, le terme de préparation, de toute façon, il me paraît impropre. Celui qui me parle de préparateur mental, à mon avis, je pense, il se trompe. En tout cas, c'est un abus de langage. On est dans l'accompagnement, on est, tu vois, il y a tout un tas de termes qu'on peut utiliser, mais la préparation me paraît tout à fait hors norme parce que c'est pas une recette de cuisine. Je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, puis hop, c'est bon, ça sort ça. Et ouais, sauf que là, on parle d'une personnalité humaine, avec ce qu'elle est complexe, encore une fois, et Edgar Morin, théorie de la complexité. Et je pense qu'il ne faut pas être dans le simplisme et dans la haute performance. En tout cas, si on veut être à peu près pertinent, je crois qu'il faut quand même il faut veiller, y compris dans l'alimentation, y compris dans la préparation physique, et toi, tu es un champion en la matière. Il ne faut pas verser dans les simplismes. Il faut accepter la complexité, il faut accepter le fait qu'il y a des choses qui pourraient fonctionner, qui devraient fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas. Et qu'on est dans quelque chose d'une matière qui est absolument d'ailleurs passionnante parce qu'elle est justement mouvante, elle est changeante et que c'est tout l'intérêt de la préparation physique, de la préparation mentale, oui, en tout cas de l'approche diététique, de l'approche mentale, que de faire en sorte qu'une espèce d'alchimie qui se fait et qu'on est bien dans un projet de performance avec une cellule de performance, avec des interactions nombreuses, compliquées, diverses,
qui font qu'à un moment donné, ça émerge ou ça émerge pas. Et d'ailleurs, on voit bien, tu vois, dans des sports très normés, je pense au tennis, ou, tu vois, où il y a beaucoup d'argent dans le sens de la préparation possible, etc. Et ça ne gagne pas à tous les coups, et ça ne produit pas à tous les coups. Et je me dis, au moins l'activité, tu vois, l'activité sportive, elle reste dans une activité humaine non programmable, tu vois, totalement programmable. Et moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît parce que je trouve que ça veut dire qu'au moins l'humain reste un petit peu à la barre et qu'on ne peut pas complètement externaliser comme ça nos savoirs, nos compétences. Parce que tu sais, tu vois bien, quand dans la prépa physique, tu vois bien le nombre d'applis, de trucs, de machins qui te proposent des programmes, des trucs, et tu te dis, bah oui, non, mais, et puis ça marche, hein, honnêtement, il n'y a pas de sujet. Sauf que, voilà, comme toi, tu es un professionnel, tu te rends bien compte, bah oui, mais attends, la personne, moi, je la vois, je la regarde, voilà, elle me parle de ses états d'âme, de sa nuit, de son machin, du fait qu'elle s'est fait larguer par son copain ou qu'elle s'est fait larguer par sa copine, que, en tout cas, son état d'esprit va être différent et que, du coup, il y a tellement d'interactions que, bah oui, si tu veux être efficace, bah, tu vas prendre en compte, toi, un certain nombre d'éléments qui font que le programme, on s'en fout de ce qui est marqué sur la machine, c'est pas le sujet, quoi. Et je trouve que la haute performance, on oublie assez vite, avec les moyens technologiques, on oublie assez vite que quand même, ça reste d'abord, avant tout, de l'humain et de la transmission d'humanité à humanité. Est-ce que tu fais encore un peu de kayak aujourd'hui? Alors, écoute, j'ai repris. Ça fait la dernière fois que je suis monté, que j'ai pris le départ d'une compétition, c'était le championnat de France 2016. Je peux te dire, le championnat de France 2016 à Libourne, en K4, vétéran, avec mon club de Vernon. On a gagné. Je peux t'assurer que c'était le dernier grand bonheur de kayakiste. En toute humilité, encore une fois, parce que c'est vétéran, ça, voilà. C'est pas de sujet. Hein. C'est juste que, justement, c'était tellement un vrai bonheur de faire cette course. Et c'était ma dernière course, clairement. On a gagné sur 200 mètres, voilà, c'était super, avec mon frère, qui est mon alter ego, Vincent Poirier, donc Hervé Dassy, qui est le président du club de kayak de actuel, et puis Jean Bétancourt, qui est l'ancien du club. Et c'est vrai que j'ai coupé complètement depuis 2016 et j'ai, écoute, avec grand bonheur, repris un peu d'activité il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, ça me manque. Mais tant que ça ne me manquait pas, en fait, je me disais, bon, je ne vais pas me forcer à monter en bateau. Ça y est, tu es tombé dans le piège du bonheur et du plaisir instantané alors. Ouais, un peu ça. T'as raison, Rudy, t'as raison. En tout cas, non, très franchement, je m'étais aussi dit que, d'ailleurs, ça m'est arrivé, tu sais, quand j'ai arrêté ma carrière, entre guillemets, de haut niveau, mais à cette époque-là, quand même, quand j'ai arrêté, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose parce que bon, je me connais beaucoup. Et tu vois, je me suis mis, j'ai arrêté le kayak, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc qui me prenne la tête, quoi, parce que sinon, je ne saurais pas le faire. Et je me suis mis à faire du vélo. Et en plus, j'étais pas du tout vélo, mais à cette époque-là, mon ex-beau-père, il était cycliste. Et puis, je me suis passionné pour le vélo. Je me dis, bah voilà, je vais prendre une licence de vélo. Là, je suis le dernier des incomptables. Voilà, regarde, je ne connais rien. Et je me suis passionné pour le vélo. J'ai fait une compétition de vélo, route et VTT. Et ça m'a passionné. Et puis, ça m'a permis surtout, toi, de passer le cap. Voilà, j'étais un anonyme parmi les anonymes. Après, voilà, je faisais ce que je faisais, mais ça m'a permis, en tout cas, mentalement, d'accepter la fin de carrière du kayak et de passer à autre chose. Et de continuer le kayak, mais tu vois, en disant, voilà, mes intérêts sont plus aller chercher la gagne, machin. Et puis, bah là, je retrouve un petit peu cet état d'esprit en disant, voilà, j'ai envie de refaire du bateau, parce que tout d'un coup, finalement, toi, je me rends compte que ça me fait plaisir. J'ai plaisir à refaire du bateau, à monter en course en ligne. Et en plus, je trouve que toi, ça va te parler, mais je trouve qu'en plus, je pensais que j'allais être. J'ai monté à Vernon avec Hervé Dassy, d'ailleurs, le président du club, et il me dit, ouais, tu vas voir, et tout, ça va être compliqué, enfin, tu changes de bateau parce que tu tiendras pas dedans. Et j'avais très peur de ça, et au final, je me suis régalé. Enfin, ouais, c'est un peu comme le vélo. Ouais, donc, j'ai vraiment un grand plaisir. J'adore. Bah, super. J'arrive au bout de mes questions, Xavier. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, écoute, c'était vraiment un échange passionnant. Je te remercie beaucoup et infiniment pour m'avoir permis de me replonger dans ces années-là, parce que ça a fait partie quand même de presque 40 ans de ma vie. Donc, c'était non sans une certaine émotion, comme on dit, pour me consacrer, mais c'est vrai.
une grande émotion de me replonger dans cette activité-là. Et puis, je te remercie beaucoup pour m'avoir sollicité et pour la bienveillance de tes questions et ton propos. Et encore une fois, bravo pour ce que tu fais, parce que je crois que c'est comme ça qu'on construit l'avenir, c'est-à-dire en ressassant le passé, en le posant, et puis c'est comme ça qu'on essaie de bâtir un avenir qui soit meilleur. Donc, en tout cas, merci beaucoup. J'espère avoir l'occasion de naviguer un peu avec toi. J'espère, il faut que tu viennes au lac d'Aiguebelette. J'invite tout le monde, mais personne ne veut venir. Ah, écoute, moi, je vais venir, parce que moi, par contre, je tiens mes engagements. Et comme je viens régulièrement dans ta région, et qu'en plus, je connais bien Christophe, je vais venir naviguer parce que ce sera avec grand plaisir. Quand est-ce que tu viens? Engage-toi auprès des auditeurs. Écoute, alors là, il n'y a pas de sujet. On est quoi? On est le 25 avril. Et d'ici mi-mai, je viens. Voilà. Oh, putain, ok. Rendez-vous est pris. Super. Super, on se tient au courant là-dessus et c'est cool. C'est cool. Super. On va bien s'amuser, hein, tu vas voir, on va bien s'amuser. J'en suis sûr. Il n'y a pas de problème. Super, Xavier. Merci de ton temps. C'était hyper instructif pour moi et ça sentait la vie, comme j'aime particulièrement. Si jamais il y a des gens qui écoutent le podcast et qui souhaitent te contacter, est-ce qu'il y a un réseau social ou un email que tu veux donner ou quelque chose Alors, l'email, l'email, c'est mon email xflorio5@gmail.com. Et puis, réseau social, je suis sur Facebook, Xavier Florio. Il n'y a pas de sujet. S'il me demande un ami, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir, n'hésitez pas. Je disais, merci encore de ton temps. Et puis, à dans 3 semaines alors. Il n'y a pas de souci, Rudy, c'est noté. Je m'organise et je viens te défier. Super, moi j'adore ça. Super, on va bien s'amuser. Et ça roule. Merci encore et à très vite. Merci beaucoup. À très vite. Salut. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.